Bientôt 15h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV pour l'après-midi info. Des propos infâmes et indignes. La réaction de Marine Le Pen à la Première ministre, Elisabeth Borne, qui qualifie le RN d'héritier de Pétain. Je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti. Un changement de nom ne change pas les racines, dit la chef du gouvernement. Jordan Bardella dénonce des propos graves et mensongers. Polémique autour de la Palme d'Or à Cannes. La réalisatrice Justine Triet, lauréate du prestigieux prix, a profité de son discours pour tacler la politique du gouvernement sur la réforme des retraites et la marchandisation de la culture. Un discours injuste pour la ministre de la Culture qui s'est dite estomaquée, mais une preuve de courage et de talent, estime Jean-Luc Mélenchon. La Turquie aux urnes, forte mobilisation pour le second tour de l'élection présidentielle. Le président sortant Erdogan est donné favori malgré 2 décennies au pouvoir face à son rival social-démocrate qui appelle à voter, je cite, pour se débarrasser d'un gouvernement autoritaire. Et puis vous l'avez sans doute remarqué, il flotte comme un air d'été pour ce dimanche de Pentecôte, 26 degrés cet après-midi à Paris. Et à peine 1 degré de moins à Pornic, la Bretagne et son air marin que de nombreux Français sont allés chercher pour ces quelques jours de pause. Nous vous y emmènerons dans ce journal. Je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Son idéologie reste dangereuse. Elisabeth Borne tire à boulet rouge contre le RN, qualifié d'être les héritiers de Pétain par la Première ministre. Marine Le Pen s'insurge et qualifie ses propos d'infâmes. Clément Gauvin. Le Rassemblement national, un parti comme les autres, Elisabeth Borne n'y croit pas. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement national y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Car selon elle, le parti n'a pas rompu avec ses idées historiques. Héritier de Pétain ? Oui, également héritier de Pétain. Je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti. Et je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées et les racines. Des propos infâmes et indignes venant de la chef du gouvernement, a réagi Marine Le Pen sur Twitter, et insultant pour Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. En tenant des propos aussi graves, mensongers et injurieux, Elisabeth Borne insulte le premier parti d'opposition et salit les millions de Français qui votent pour le RN. L'objectif de la Première ministre, selon Sébastien Chenu, faire oublier les revers politiques du gouvernement des derniers mois. Elle est indigne lorsqu'elle cherche à empêcher, par exemple, qu'il y ait un débat sur la réforme des retraites. Et puis elle est incapable parce que je pense qu'elle ferait mieux de se concentrer non seulement sur les problèmes des Français plutôt que d'insulter des millions d'électeurs. Le député du Nord, appelant Elisabeth Borne à plutôt, je cite, construire des majorités à l'Assemblée nationale. Bonjour Patrick Vignal, vous êtes député Renaissance de l'Hérault. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. La Première ministre a précisé, alors maintenant le Rassemblement national y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Plus concrètement, de quoi parle la Première ministre dans ces termes ? Vous savez, depuis notre élection en juin 2022, c'est vrai que les 89 députés du Rassemblement national sont très polis, sont très corrects, n'invectivent pas, vous tiennent la porte à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'une banalisation du Rassemblement national, mais moi, je continue de penser que le Rassemblement national, c'est de monter les gens les uns contre les autres. Le Rassemblement national n'a pas de projet économique, mais vous savez, une fois que j'ai dit ça, le Rassemblement national, ça ne se combat pas avec des paroles, mais avec des actes. Je suis dans une circonscription qui a toujours voté droite et Front National, et en étant toujours un homme de gauche, les gens m'ont réélu. Je crois qu'il faut qu'on s'occupe de la problématique des Français. Ça me paraît le plus important. Même si chez nous, l'ancien Languedoc-Roussillon, dans les PO, 4 députés du Rassemblement national, dans l'Aude, 3 députés, dans l'Hérault, 3 députés, et dans le Gard, 3 députés. Ça doit nous questionner sur la relation que l'on doit avoir entre groupes parlementaires dits républicains. Mais donc ça veut dire que vous n'êtes pas du tout sur la même ligne que la Première ministre. Vous dites qu'il faut arrêter de simplement diaboliser Marine Le Pen, il faut arrêter ce discours-là, il faudrait plus s'occuper du fond pour la faire baisser dans les sondages. Mais la Première ministre, elle a raison, elle est responsable d'un gouvernement.
elle dicte la feuille de route. Elle a raison de dire que le Rassemblement national, même s'ils ont mis un beau costume et que Marine Le Pen a sa robe de mariée dans son armoire pour se préparer en 2027, elle a raison de le dénoncer. Par contre, nous, parlementaires, nous sommes des femmes et des hommes de terrain. Nous devons faire en sorte de convaincre les Françaises et les Français que le Rassemblement national n'amènera qu'au chaos. Mais ça, cher monsieur, c'est en étant sur le terrain tous les jours, c'est en ayant convaincre les gens au bas des immeubles. Et je crois qu'on va parler de la loi immigration. On expliquera ce qu'il faut faire justement avec l'immigration. Vous savez, je vous invite chez moi, agriculture, viticulture. S'il n'y avait pas d'immigration en France, les Français ne pourraient pas être nourris. Voilà une première réponse qu'on doit adresser. On va en parler en effet en immigration dans un instant. Pour revenir sur ces propos à l'égard du Rassemblement national de la part de la Première ministre, donc il y a eu cette réponse forcément de Marine Le Pen qui a qualifié les propos d'Elisabeth Borne d'infâmes et d'indignes. Là aussi, vous pensez que c'est un outrage pour continuer de montrer que le Rassemblement national s'est normalisé, comme vous le disiez ? Mais non, mais Marine Le Pen est dans son jeu. Enfin, vous voyez, très franchement, je vous invite tous les deux à venir voir les séances dans l'hémicycle. Marine Le Pen s'achète une conduite. Il n'y a pas de mots plus forts l'un que l'autre. Il y a des échanges courtois, mais cet échange courtois ne nous ramène pas au fait que leur ADN ne correspond pas à beaucoup de valeurs démocratiques. Et j'en profite pour dire à mes collègues de la NUPES qu'il faut qu'on calme, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un hémicycle où on a deux extrêmes. Et vous savez, regardez l'exemple précis. Quand nous, ça nous arrive de faire passer un amendement, une loi, où le Rassemblement national vote avec. Vous avez ces doigts, vous savez, ça m'insupporte. Les gens de la NUP nous disent, tiens, coalition avec le Rassemblement national. Et quand c'est le Rassemblement national et la NUPES qui fait tomber un amendement de la majorité, on se retrouve... Enfin, arrêtons les simulacres. Le Rassemblement national aujourd'hui ne servirait pas la cause des Françaises et des Français aujourd'hui. Parlons du fond, Patrick Vignal, un débat dans lequel s'est immiscée également la Première ministre ce dimanche dans cette interview, c'est l'immigration. Chiche, répond le ministre de l'Intérieur à son ancienne famille politique après l'offensive de la droite sur l'immigration. Les LR voudraient absolument qu'on redépose ensemble un nouveau texte de loi. Nous y sommes prêts s'il est discuté avec les centristes et les radicaux. C'est ce que dit Gérald Darmanin dans Le Parisien. En gros, OK pour un compromis, chacun doit faire un pas, mais pas d'accord à n'importe quel prix. Est-ce que vous pensez réellement qu'un compromis est possible sur cette question ? Oui, je pense qu'on va trouver un chemin de consensus, mais c'est français. On a du mal, la classe politique, à se parler. Vous savez, j'ai un exemple précis. Vendredi, j'étais dans une entreprise, l'entreprise Atoll à Castries. Il y a un petit jeune qui s'appelle Boubacar qui a fui la Guinée-Conakry parce qu'il était en danger de mort. Ce gamin arrive avec un CAP de chaudronnerie. Aujourd'hui, il est en bac professionnel. Il s'est trouvé que l'État n'a pas renouvelé son visa et vous avez les salariés qui font une pétition, la chef d'entreprise qui vous dit « je manque de bras ». Je veux faire évoluer ma société. Et bien aujourd'hui, on a besoin de cette immigration. On a besoin, je vous invite dans l'hôtellerie, la restauration, dans les restaurants de plage. Ils ne trouvent pas de personnel. Est-ce que vous savez qu'il y a des restaurants en Occitanie qui ferment 3 jours par semaine parce qu'ils n'ont pas de personnel? Et moi, je fais partie de ces gens qui pensent pour qu'il y ait une réalité sociale, il faut qu'il y ait une réalité économique. Donc, on a besoin d'une immigration. Cela n'empêche pas qu'on a une problématique qui doit se régler au niveau international sur les OQTF, obligation de quitter les territoires sur des délinquants. Il faut régler cela et Gérald Darmanin est l'homme de la situation. Merci. Mathieu Coache est avec nous également, journaliste politique de BFM TV. Cette question de l'immigration, donc qui était d'abord portée par la majorité, en reprise en plus depuis par les Républicains, qui déposent donc 2 propositions de loi. C'est en cours en tout cas. Ça va se finir également en 49.3, cette question de l'immigration ? On voit difficilement en fait comment ça pourrait se terminer autrement. On est en train de revivre quasiment trait pour trait ce qui s'est passé avec la réforme des retraites. Je vous rappelle l'objectif de l'interview de Gérald Darmanin
hier soir, ce matin dans le Parisien, tendre la main au LR pour faire des compromis et voter un texte sur l'immigration. Sauf que pour faire des compromis, il faut un minimum d'idées en commun. Et là, on a beau chercher, on ne les trouve pas. Les LR veulent changer la Constitution. Vous l'avez dit, sortir des traités européens sur l'immigration. Le gouvernement dit que c'est hors de question, tout simplement. Le gouvernement, lui, veut mettre en place des régularisations de sans-papiers qui travaillent dans des métiers en tension. Les LR disent hors de question, eux aussi, ça va faire venir plus d'immigrés en France. Alors, je vous fais pas toute la liste, mais c'est pareil pour tout. Le droit d'asile, l'aide médicale d'État, les quotas. Il n'y a rien sur le fond qui rapproche les deux camps, encore moins presque que pendant la réforme des retraites. Et en plus, comme pendant le débat qui a duré des mois de chaos politique, eh bien chaque camp fait un procès en irresponsabilité à l'autre. Elisabeth Borne en tête, qui dit d'entrée de jeu au LR que les Français attendent des réponses efficaces plutôt que des slogans. C'est comme si personne n'avait tiré la moindre leçon des mois que l'on vient de vivre. Et on voit effectivement une fin possible, on la connaît, c'est le 49-3. Et d'ailleurs, personne au gouvernement aujourd'hui ne l'exclut. Merci beaucoup Mathieu. La politique qui s'invite également au milieu des paillettes de Cannes en pleine soirée de clôture du festival. La Palme d'Or remise à Justine Triet. La réalisatrice a profité de la tribune pour s'en prendre au gouvernement. Précision sur place de notre envoyé spécial Claire Fleury. Hier soir, Justine Triet était visiblement très émue lorsqu'elle a reçu sa récompense. Elle est restée silencieuse pendant de longues secondes sur scène, puis l'émotion a laissé place à la politique. Elle a surpris tout le monde en critiquant pêle-mêle la réforme des retraites, la répression violente des manifestations et la marchandisation de la culture par le gouvernement. Des propos qui ont rapidement fait réagir la classe politique, notamment la ministre de la Culture qui, sur Twitter, s'est dite estomaquée et trouvé ses propos injustes. Alors, Justine Triet, nous l'avons croisée dans la foulée sur la Croisette. Elle nous a expliqué pourquoi elle avait voulu faire de Cannes une tribune politique. On l'écoute au micro d'Édouard Bonamour. Impossible de venir prendre un prix ici sans parler de ce qui se passe dans ce pays en ce moment. C'était impossible de ne pas avoir un mot pour les gens qui vont manifester dans la rue, pour ce qui se passe depuis un an. On voit bien que les choses vont de pire en pire et donc je ne pouvais pas ne pas avoir cette parole. Des éditions mouvementées, eh bien il y en a eu, on se souvient notamment de celle de 1968, tout simplement annulée suite à la fronde de certains réalisateurs dont Jean-Luc Godard ou François Truffaut qui voulaient afficher leur solidarité avec le mouvement étudiant. Jean-Luc Godard allant même jusqu'à s'accrocher au rideau d'une salle de projection pour empêcher le lancement d'un film. Et puis plus récemment, l'année dernière, le président ukrainien avait été l'invité surprise de la cérémonie d'ouverture qu'il avait transformée en tribune anti-guerre. Il y a ici les discours, il y a ici aussi le palmarès qui parfois peut être très politique. Par exemple, en 2004, lorsque la Palme d'Or revient à Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, eh bien c'est un brûlot anti-Bush qui est récompensé, un film qui visait tout simplement à empêcher la réélection du président américain. Bref, ici, politique et cinéma font souvent bon ménage. Beaucoup de réactions, de soutien ou estomaqués comme la ministre de la Culture, manifestement pas du tout sur la même ligne qu'une autre ministre de la Culture. Je trouve que c'est ingrat et injuste. Là, je pense que dans le discours de Justine Triet, il y a clairement un fond idéologique d'extrême gauche. Je respecte ses positions. Elle a visiblement cet argumentaire en tête. Elle part de la réforme des retraites qu'elle conteste pour arriver finalement à critiquer le système d'aide d'aujourd'hui et à dire qu'avant c'était mieux. Moi, j'aimerais bien qu'elle me donne les chiffres, les faits sur lesquels elle se base pour considérer que aujourd'hui la culture est marchandisée et l'exception culturelle cassée. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que son rôle en tant qu'artiste n'est pas de se taire. Lorsqu'elle reçoit un prix, elle est libre d'avoir un discours qui est un discours d'engagement sur la société, puisque tous les grands artistes, et c'est une grande réalisatrice, tous les grands artistes ont une vision de la société et s'engagent aussi à travers leurs œuvres. Donc tout d'abord, je voudrais dire que elle est complètement dans son rôle, comme d'ailleurs n'importe quel citoyen qui prend ses responsabilités politiques et qui s'engage par un discours. Et les critiques qui lui sont adressées aujourd'hui parce qu'elle a pris la parole me semblent profondément injustes. Ce qu'elle a rappelé, c'est que le système de financement du cinéma français, il date finalement d'une période où on a aussi mis en place les piliers de l'État social français, notamment la réforme des retraites, notamment les retraites.
En bref, cette découverte macabre, le corps sans vie et dénudé d'une femme dans un cours d'eau en Bretagne, il a été signalé par des promeneurs hier matin. La victime porte des marques de strangulation et des lésions au buste et au bras. Elle serait âgée d'une vingtaine d'années, mais son identité reste inconnue à ce stade. Le parquet de Lorient a ouvert une enquête. La piste criminelle est évidemment envisagée. Une autopsie doit être réalisée en début de semaine. Dans l'actualité à l'étranger, Recep Tayyip Erdogan part-il pour un nouveau mandat à la tête de son pays? C'est la question posée aujourd'hui encore aux Turcs. Second tour de la présidentielle. Le président sortant qui est donné favori dans les sondages. Un scrutin sous tension. Manon Chaplin, vous êtes notre correspondante à Istanbul. Les bureaux de vote ferment à 16h, heure française. Comment se déroule ce scrutin? On parlait à l'instant avec un assesseur, il nous expliquait que selon lui, l'affluence avait été égale, voire supérieure à celle du premier tour. Un premier tour déjà marqué par un taux de participation record, plus de 84%. Alors ici, tout l'après-midi, on a vu défiler des familles souvent venues soutenir le candidat de la coalition d'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, car c'est ici, à Kadıköy, qu'il a fait son meilleur score au premier tour, plus de 80%. Mais cette fois-ci, ses soutiens se disent inquiets. Ils savent que la marge pour rattraper Recep Tayyip Erdogan au second tour est énorme et qu'un retournement de situation serait du jamais vu en Turquie. Alors chaque voix compte. On a vu passer cet après-midi beaucoup de personnes âgées avec des déambulateurs, des béquilles, souvent accompagnées de 1, 2, 3 personnes jusqu'à l'isoloir. Des véhicules de la municipalité ont même été mobilisés pour les accompagner jusqu'ici. C'est donc toute une logistique qui s'est mise en place pour ce second tour exceptionnel en Turquie. Chaplin, donc correspondante de BFM TV en Turquie. Bonjour Younes Belfella, merci d'être notre invité. Vous êtes enseignant à l'université Paris 8, spécialiste du Moyen-Orient, tandis qu'on voit à l'écran des images en direct d'un bureau de vote à Ankara. Bon, finalement, il n'y aura pas de changement pour les Turcs, c'est vers ça qu'on se dirige. Je crois que les sondages nous disent clairement que Erdogan va gagner avec un pourcentage entre 52 et 54%. Bon, déjà, le fait d'arriver à un deuxième tour, c'est une première sans précédent parce que depuis 20 ans, Erdogan il est au pouvoir et il gagne depuis le premier tour. Cette année, ce qui est marquant dans cette élection, c'est vraiment le clivage. C'est cette polarisation politique, c'est-à-dire que Erdogan a réussi à diviser la société déjà entre Kurdes et Turcs, entre musulmans et laïcs, et entre musulmans conservateurs également, et tout ce qu'on peut dire les pro-libertins dans ce pays. Donc forcément, le dénominateur commun dans cette élection, c'est le vote identitaire. C'est-à-dire que certes, l'économie et la situation économique est une situation piteuse. On le voit, les chiffres de l'inflation dépassent 50%, le tremblement de terre qui a engendré 50 000 morts et selon la Banque mondiale, estime les effets à 150 milliards de dollars. Mais en même temps, le vote reste toujours un vote actuellement identitaire. Ce que j'ai remarqué par rapport au discours d'Erdogan et même à l'opposition, c'est le nationalisme. C'est-à-dire ce discours de nationalisme, je crois pour l'opposition a beaucoup perdu avec ce discours parce qu'on ne peut pas être en même temps pro-LGBT, pro-droit de l'homme, pro-démocratie et xénophobe. Et donc, on va dire l'alternance justifiant l'alternative. Et donc forcément, Erdogan a bien profité, on va dire, pas seulement de cette division, mais également de désaccords entre la coalition des oppositions. Là, je fais rappeler que les partis de l'opposition qui sont représentés par Kılıçdaroğlu, les 6 partis, on trouve des partis de gauche, des partis libéraux et également des partis islamistes. Donc forcément, ce désaccord ne clarifie pas clairement la situation de l'alternative après Erdogan. Et quels seraient les enjeux d'une réélection d'Erdogan aujourd'hui à une échelle plus macro, on va dire? Oui. Quels pourraient être les enjeux internationaux? On pense notamment à la guerre en Ukraine, on pense également à la situation et aux relations avec la France. Tout à fait. Bon, clairement, sur la guerre en Ukraine, on sait parfaitement la position d'Erdogan, être ami de Poutine et également de Zelensky. La Turquie, c'est un membre de l'OTAN, en même temps membre du G20, des relations très compliquées avec l'Union européenne. On sait parfaitement qu'il y avait un parcours ou un processus d'adhésion qui était arrêté au 3e chapitre de 35 chapitres normalement que la Turquie doit accomplir pour rentrer à l'Union européenne. Mais en même temps, on voit clairement qu'il y a un expansionnisme turc dans cette région. Clairement, au niveau du Moyen-Orient, avec la stratégie de patrie bleue ou cette doctrine qui marque la présence de la Turquie dans les 3
mer d'Égée, et également la Méditerranée orientale, et principalement aussi l'utilisation, on va dire, des relais islamistes en tant que relais d'influence, surtout en Europe. Maintenant, on voit qu'il y a une forte présence de vote pro-Erdogan chez la diaspora turque en Europe, et ça, bien évidemment, revient à deux éléments essentiels. La présence de discours religieux qui est renforcée par certaines organisations comme Miligrosh ou Diyanet, ou également la présence d'un discours ultra-nationaliste contre ce qu'on va dire anti-Occident, qui est utilisé largement par Erdogan, et dont le fameux mouvement, les Lougri, qui est un mouvement nationaliste turc, et joue un rôle très important là-dessus. Merci beaucoup Younes Belfala d'avoir été notre invité cet après-midi sur BFM TV. Dans l'actualité également, le gardien remplaçant du PSG, Sergio Rico, dans un état grave après un accident de cheval. Il a été hospitalisé ce matin à Séville, en Espagne, où il se trouvait, victime d'un traumatisme crânio-cérébral, transporté en hélicoptère, placé sous assistance respiratoire, selon les médias espagnols. Sergio Rico, qui était présent sur le banc encore hier soir à Strasbourg, lors du match qui a sacré le PSG champion de France à 29 ans. Il est arrivé au PSG il y a maintenant 4 ans. Cette bonne nouvelle, vous l'avez sans doute remarqué, ou vous le remarquerez juste après le journal. Il fait très beau dehors, 26 degrés cet après-midi par exemple, rien qu'à Paris. À peine 1 degré de moins à Pornic, du côté de la Bretagne, où l'air frais de l'océan fait toute la différence. C'est ce que sont allés chercher de nombreux Français pour profiter de ce beau week-end de la Pentecôte. Le port, la plage, les glaces prises d'assaut par les vacanciers. Quentin Duval avec Hilal El Aflahi. À Pornic, une ambiance estivale souffle sur le Vieux-Port. Les vacanciers doivent se frayer un chemin le long des sentiers pour se promener. Avec un thermomètre qui frôle les 30 degrés, ils sont nombreux à avoir choisi de poser leurs valises à Pornic pour ce week-end prolongé. Petit week-end en famille, profiter pour du beau temps, un week-end de 3 jours et se ressourcer tout simplement. Et découvrir la région. On est venu se balader, profiter du soleil, de la plage. Faire les magasins. Faire les magasins, voilà, trouver des belles robes pour madame. Le programme du week-end, là, c'est aller à la plage. Sûrement manger une glace parce que le temps s'y prête et se croire en vacances clairement. Comme en été, la plage est elle aussi prise d'assaut. Bain de soleil pour les uns, baignade pour les autres, et ce n'est pas l'eau à 16 degrés qui va les refroidir. Là franchement ce week-end ça va être top. Bon, la mer un petit peu fraîche, mais bon, on va pas se plaindre, il y a pire. On a pique-niqué sur la plage et là c'est farniente et un peu de bain de soleil et un peu de baignade. L'afflux de vacanciers redonne le sourire aux commerçants et restaurateurs. Le café du port est quasi complet jusqu'à lundi, même si les additions sont moins importantes que les week-ends prolongés précédents. C'est le dernier week-end du mois, donc on sent quand même que ça commence à tirer un petit peu sur le porte-monnaie. Pour terminer la journée en beauté, les gourmands s'offrent une glace à la fraise, spécialité de Pornic. Elles sont excellentes, ça va. Ça fait du bien. Le week-end de la Pentecôte continuera d'être ensoleillé à Pornic, avec des températures au-dessus des 20 degrés. Allez, restez sur BFM TV. Dans un instant, les toutes dernières informations et la politique. Le débat sur l'immigration. Gérald Darmanin répond à la droite. Chiche pour un texte commun. Pas n'importe quel prix quand même. On vous explique tout dans un instant. À tout de suite. Il y a ceux qui n'ont jamais commencé à fumer. Ceux qui ont arrêté, recommencé, arrêté. Ceux qui pensaient ne jamais y arriver. Et ceux qui ont enfin trouvé la bonne méthode. Ceux qui ne se sentent pas encore vraiment bien. Et ceux qui se sentent tellement mieux. 50 millions de Français vivent sans tabac. Rejoignez-les. Bienvenue dans une vie sans tabac. One Million. Les 10 millions. Découvrez One Million Royal. Et les 10 millions Royal. Parfum de Paco Rabanne. Qui a dit que l'électrification n'était pas taillée pour l'aventure? Qui a dit qu'il fallait recharger ses batteries pour aller toujours plus loin? Nouveau Nissan X-Trail e-Power. La motorisation unique pour profiter du plaisir de l'électrique sans recharge. Venez essayer le nouveau Nissan X-Trail e-Power et profitez de 3 mois de loyer offert. Votre lit n'est pas seulement l'endroit où vous dormez.
c'est le lieu où les moments inoubliables se mêlent à ceux dont vous ne vous souviendrez peut-être pas. C'est le cœur de votre maison qui révèle ce qu'il y a de meilleur en vous. Réveillez votre vie sur emma.fr. C'est moi, Yelou. Salut, moi c'est Camille, designer chez Carrefour. On a créé Les Incroyables, une gamme de produits innovants et on va vous parler des jouets géants. L'idée, c'était de faire rêver les enfants et de développer leur créativité. C'est facile à monter, fabriqué en France et en carton recyclé. Retrouvez nos différents modèles dans vos hypermarchés Carrefour pour seulement 10 € le jouet. Les Incroyables, c'est inspiré par vous. Extrait par nous. Des difficultés avec l'anglais au travail? Oui. Avec Babbel, apprenez une langue rapidement. So glad to have you on board. Grâce à des dialogues et des leçons interactives basées sur des situations réelles. Tout ce qu'il vous faut pour améliorer votre anglais facilement. So glad to have you on board. We're gonna do big things together. Likewise, we'll see you next week in New York. Babbel, la méthode qui marche pour apprendre des langues. Téléchargez l'application ou rendez-vous sur babbel.com. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comej'aime.fr. Comej'aime.fr. C'est important, .fr. Quando è notte a più voci, a più luci di Broadway, dolce strada. En 2023, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous. Profitez de nouvelles Fiat 500 dès 129 € par mois sans condition de reprise. Vous n'oubliez pas l'exposé pour lundi? C'est tous ensemble que l'on peut agir pour l'environnement. Rejoignez les 4 millions de clients Engie qui ont fait le choix des offres d'électricité verte. Et pour votre contrat de gaz, optez pour l'option Gaz Vert Plus et choisissez jusqu'à 100% de gaz vert certifié produit en France. J'agis avec Engie. On peut savoir ce qu'un mec de Free fait chez nous? C'est l'installateur Free Pro. Mais avec ça, on aura tous une fibre de fou et un forfait mobile 5G, donc... Bien sûr, nous, on est RIF. Mais pour la boîte, on prend Free Pro. Y a rien qui vous gêne. On fait comment si quelqu'un l'apprend? Ok, on n'a qu'à faire un pacte. Personne n'en parle. Bah oui, mais lui, il peut parler. Eh ben, faut pas le laisser partir. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va rester chez Free Pro, nous? Un jour, peut-être, RIF fera mieux que Free. En attendant, retrouvez le meilleur de Free pour les entreprises chez Free Pro. Merci Free Pro. Petit à petit, les algorithmes nous enferment dans une bulle. Il est temps de s'ouvrir à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau de nous. Avec le site L'éclaireur Fnac et ses découvertes de passionnés, libérons la culture. Fnac. C'est moi, Yelou. Salut, moi c'est Camille, designer chez Carrefour. On a créé Les Incroyables, une gamme de produits innovants et on va vous parler des jouets géants. L'idée, c'était de faire rêver les enfants et de développer leur créativité. C'est facile à monter, fabriqué en France et en carton recyclé. Retrouvez nos différents modèles dans vos hypermarchés Carrefour pour seulement 10 € le jouet. Les Incroyables, c'est inspiré par vous. Extrait par nous. Et Abiltam, il est où? Vous me parliez de votre mère. Da, Lana. Moja mama. Piesna piešu. Be your own boss. Boss Bottled and the new intensity. Grâce au loyer sur mesure Peugeot, Paul s'est offert une i208 100% électrique et peut rouler jusqu'à 500 km par mois pour un petit budget. Et quand il roule plus pour rendre visite à ses futurs beaux-parents, le loyer s'adapte. Ça donne des idées, non? Peugeot i208, à partir de 150 € par mois seulement, avec 500 km inclus, ajustable quand vous roulez plus.
Votre météo avec l'arroseur Aquasafe Pro d'Ozlock. Pour un arrosage précis et responsable. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les questions immobilières vous obsèdent? Changez-vous les idées devant la météo avec Orpi. Et nous conservons cet anticyclone au niveau des îles britanniques, situation de blocage qui risque de durer plusieurs semaines. On parle de 2 semaines, donc des conditions très agréable évidemment côté ciel, ce qui est beaucoup moins agréable en revanche en ce qui concerne cette sécheresse qui va à nouveau donc s'intensifier. Alors on a quand même quelques orages cet après-midi, toujours essentiellement sur les reliefs, vous voyez Pyrénées, Massif central sur les Alpes. Alors attention, des orages qui peuvent rester forts, accompagnés de grêle et de bonnes rafales de vent. Demain matin, ce sera encore du soleil sur une très large moitié nord, même sur les régions du sud. On aura de belles conditions, peut-être un petit peu de grisaille sur le sud-ouest, toujours quelques averses orageuses sur les Alpes du Sud, sur l'est de la Corse également. Toujours ce petit vent de secteur nord-est. Et puis dans le courant de l'après-midi, eh bien, même scénario. Au nord, de larges éclaircies, même si ça se voile un petit peu sur l'extrême nord. Et puis au sud, toujours ce risque d'orage fort, essentiellement sur les reliefs, accompagné de grêle et de bonnes rafales de vent. Donc de bons cumuls possibles en très peu de temps. Les températures, ça reste très chaud. On est toujours dans des valeurs dignes d'un mois de juillet dans le courant de l'après-midi. En matinée, déjà 18 degrés attendus à La Rochelle, 19 pour Nice au lever du jour demain matin, 15 degrés à Paris et dans le courant de l'après-midi. Donc des valeurs qui restent très élevées, même si ça baisse un petit peu sur les régions du nord. On attend quand même 30 degrés et ces 30 degrés qui gagnent du terrain jusque du côté de La Rochelle. C'était votre météo avec l'arroseur Aquasafe Pro d'Ozlock. Pour un arrosage précis et responsable. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo avec Orpi, premier réseau immobilier de France. Bientôt 15h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-info. Chiche, travaillons ensemble. C'est l'appel du pied de Gérald Darmanin aux Républicains après l'annonce du dépôt de 2 propositions de loi sur l'immigration. Le gouvernement prêt à négocier, mais pas à n'importe quel prix. Reportage et débat à suivre dans ce journal. Des sanctions sans doute renforcées en juillet contre la conduite sous stupéfiants. Annonce de la Première ministre. Le gouvernement est en train de regarder la possibilité de créer un délit d'homicide routier, assure Elisabeth Borne. Une soirée de clôture en forme de tribune politique. La cinéaste Justine Triet, lauréate de la Palme d'Or du Festival de Cannes hier, a profité de son discours pour critiquer ouvertement la réforme des retraites du gouvernement et la marchandisation de la culture. Un discours injuste pour la ministre de la Culture qui s'est dite estomaquée, mais une preuve de courage et de talent, estime Jean-Luc Mélenchon. Et puis une nuit sous pluie d'explosifs à Kiev, l'attaque de drones la plus importante depuis le début de l'invasion selon les autorités. Une 50aine ont été lancées contre la capitale ukrainienne. Quasiment tous ont pu être détruits. Volodymyr Zelensky salue les héros de la défense anti-aérienne. Le gouvernement se dit prêt à négocier avec les Républicains sur la question de l'immigration, oui, mais sous condition. Alors que les parlementaires du parti de droite ont déjà déposé une proposition de loi à l'Assemblée et au Sénat, Gérald Darmanin leur a répondu hier dans le journal Le Parisien, chiche, travaillons ensemble. Le ministre de l'Intérieur qui s'est dit prêt s'il est discuté avec les centristes et les radicaux. Milan Argelès. Une nouvelle loi immigration en accord avec les Républicains, Gérald Darmanin ne l'exclut pas. Le ministre de l'Intérieur souligne l'urgence de débattre sur le sujet, en joignant à la discussion les centristes et les radicaux. On ne va pas pendant 4 ans nous priver de mesures efficaces en matière d'immigration. Il faut agir vite, en ayant un texte d'ici à cet automne. Mais vis-à-vis des propositions des Républicains, le ministre pose ses conditions. Sur le droit d'asile, par exemple, c'est impossible de mettre des quotas. Pour l'immigration de travail, en revanche, c'est tout à fait possible. Un point est non négociable pour le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin écarte une modification de la Constitution sans un débat tranché par le peuple. Une position défendue aussi par la Première ministre. Je rappelle qu'il faut un vote aux 2/3 pour 3/5 pour pouvoir faire passer une réforme constitutionnelle. Quand on est un parti de gouvernement qui a participé à la construction européenne, si on pense qu'il y a des choses à changer, on ne se met pas en marge
des règles européennes. Malgré les réticences du gouvernement, les Républicains réaffirment leur volonté de modifier la Constitution. Et nous disons que nous avons besoin d'une révision constitutionnelle et que nous voulons un référendum. Donc quand Gérald Darmanin dit ce débat doit être tranché par le peuple, mais nous sommes parfaitement d'accord. Chez les Républicains, nous voulons vraiment qu'on reprenne la main sur les flux migratoires. Ça suppose une révision constitutionnelle. La loi immigration avait été présentée au Sénat en mars dernier, avant d'être suspendue par l'exécutif. La Première ministre estimait il y a un mois qu'il n'existait pas de majorité pour voter le texte. Bonjour Yann Brossa, merci d'être notre invité cet après-midi sur BFM TV, porte-parole du Parti communiste français. Sur ce texte immigration qui va finir par arriver, le débat en tout cas a déjà commencé. Vous, votre position, c'est quoi? C'est de dire que non, il n'y a pas besoin de réforme sur l'immigration, pas besoin de durcir les règles, puisque manifestement c'est en tout cas le point d'accord entre l'exécutif et la droite aujourd'hui. Ce que je crois surtout, c'est qu'il y a un pacte qui ne dit pas son nom entre les Républicains et les macronistes qui vise à saturer l'espace médiatique autour de ces questions d'immigration. La réalité, c'est que pour les Français, le sujet prioritaire, c'est le pouvoir d'achat, c'est les salaires, c'est la question des retraites. Et à cause d'eux, à cause des Républicains et à cause des macronistes, on ne dit plus un mot sur nos écrans des principaux sujets de préoccupation des Français. Et d'ailleurs, j'ai lu l'interview de Gérald Darmanin. Cette interview, elle est totalement vide. Il n'annonce rien. On ne sait même pas si au final, il y aura un projet de loi. Mais simplement, on parle d'immigration matin, midi et soir, plutôt que de parler de ces sujets de pouvoir d'achat qui taraudent les Français, alors qu'il y aura une journée de mobilisation le 6 juin prochain sur les retraites. Et ça, pour le coup, ça concerne les Français de très près. Donc vous pensez que cette thématique de l'immigration n'intéresse pas les Français en priorité? C'est quoi? C'est une course à l'échalote à laquelle on assiste entre le gouvernement et les Républicains sur la question? D'abord, toutes les enquêtes d'opinion le montrent. La principale préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat et c'est les salaires. Et donc, il y a de la part de la droite comme de la part du gouvernement une stratégie qui est une stratégie de diversion, qui vise à faire en sorte qu'on parle d'autre chose. Parce qu'évidemment, ils sont en difficulté sur la question du pouvoir d'achat. Ils sont en difficulté avec leur réforme des retraites qui, bien qu'elle ait été adoptée, est très majoritairement rejetée par les Français. Donc, ils ne veulent plus qu'on parle de ça. Ils veulent parler en permanence de l'immigration, ils veulent se servir des immigrés comme d'un bouc émissaire pour diviser notre peuple en montant les Français contre les immigrés. Et je pense que tout ça, en réalité, est une tactique assez vulgaire, assez grossière. Et moi, je suis convaincu qu'on doit continuer à mettre la question du pouvoir d'achat au cœur des débats parce que c'est ça qui, aujourd'hui, taraude les Français dans leur écrasante majorité. Dans le débat du jour, en tout cas, il y a cette polémique suite aux propos d'Elisabeth Borne qui a qualifié ce matin sur Radio J le RN d'être les héritiers de Pétain. Le RN n'a pas changé de nom, garde ses racines. C'est ce que dit la Première ministre. Marine Le Pen s'en offusque sur Twitter. Elle parle de propos infâmes et indignes. Ils ne sont pas acceptables à l'égard du premier parti d'opposition, de ces 88 députés, de ces milliers d'élus et des millions de Français qu'il représente. Réaction de Robert Ménard, qui était invité de BFM TV à la mi-journée. Je ne dirais pas de Marine Le Pen qu'elle est l'héritière de je ne sais pas qui, de Vichy. Je ne le ferai pas et je ne pense pas que vous le feriez. Je ne pense même pas sérieux ce que vous venez de dire parce que je pense que vous ne le pensez pas en un instant. Attendez, on essaye d'être un tout petit peu plus intelligent que ça. Mais la politique, c'est ce jeu caricatural qui rend impossible tout débat un peu sérieux. Et on peut encore une fois ne pas aimer Marine Le Pen. Moi, je la critique sur bien des points. Elle a rompu avec bien des choses de son parti. Bien des choses. Alors justement, elle n'est ni raciste, ni antisémite. Moi, elle est nationaliste, elle est tout un tas de choses que je n'aime pas beaucoup, mais je dirais pas qu'elle est raciste. Yann Brossa, est-ce que le Rassemblement national est l'héritier de Pétain, comme l'a confirmé la Première ministre, ou est-ce que, comme le dit Robert Ménard, ce parti a rompu ses liens avec ses idées anciennes et plus relatives au Front National? Il y a quand même un certain nombre de faits qu'on a le droit de rappeler. C'est un fait que le Front National a été fondé par un ancien Waffen-SS qui d'ailleurs a déposé les statuts du Front National. Et que le Rassemblement National est l'héritier de cette histoire-là. C'est un fait. Et par ailleurs, il y a eu récemment des manifestations d'extrême droite extrêmement violentes qui ont été organisées à Paris. Et à cette manifestation participaient des proches de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Donc il n'y a là que des faits. Ce que je regrette, c'est que la Première ministre Elisabeth Borne se réveille un peu tard. C'est un peu curieux
de dire que le Rassemblement national, ce sont les héritiers de Pétain, et dans le même temps, d'avoir porté à la vice-présidence de l'Assemblée nationale des députés du Rassemblement national. Et il est quand même curieux que des députés macronistes et des députés Renaissance aient voté pour des députés Rassemblement national à la vice-présidence de l'Assemblée. Donc mon sentiment, c'est qu'Elisabeth Borne se réveille sur le tard. Restez avec nous, Yann Brossat. Une autre polémique, décidément, en ce dimanche, autour de la Palme d'Or au Festival de Cannes. Et oui, il y en a partout. Lors de son discours hier soir, la réalisatrice Justine Triet, lauréate pour son film Anatomie d'une chute, a critiqué la conduite de la réforme des retraites par le gouvernement et dénoncé, je cite, une marchandisation de la culture qui a cassé l'exception culturelle française. Guillaume Barki. Justine Triet. Une Palme d'Or suivi d'un discours engagé sur la réforme des retraites. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. La ministre de la Culture dénonce, elle, une prise de parole très politisée. Il y a clairement un fond idéologique d'extrême gauche. Elle part de la réforme des retraites qu'elle conteste pour arriver finalement à critiquer le système d'aide d'aujourd'hui et à dire qu'avant c'était mieux. Moi j'aimerais bien qu'elle me donne les chiffres, les faits sur lesquels elle se base. Une réaction de la ministre qui ne passe pas à gauche. On voit vent de panique. On dit presque Justine Triet, par les propos de la ministre, serait rangée dans une case politique, ce qui est absolument scandaleux. Et elle aurait dû se taire sous prétexte que le cinéma français est aidé. Pour l'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, la démarche de Justine Triet est légitime. Elle est complètement dans son rôle. Tous les grands artistes ont une vision de la société et s'engagent aussi à travers leurs œuvres. Dans un tweet, Jean-Luc Mélenchon a également salué le geste de la réalisatrice en soulignant le courage de sa prise de parole. Mathieu Coache, on décrypte tout cela avec vous, ce tapis rouge cannois qui décidément a pris des allures de tribune politique hier. Oui, et on se demande si la ministre de la Culture finalement n'a pas perdu une bonne occasion de ne pas réagir hier soir. C'est vrai qu'elle avait réussi un coup, vous en souvenez peut-être, lors de la cérémonie des Molières, c'était il y a un mois, quasiment jour pour jour, en répondant spontanément à des artistes qui lui reprochaient son silence sur la réforme des retraites. On était alors dans une phase très chaude de la contestation, les ministres ne pouvaient pas faire 10 mètres sans entendre le son d'une casserole, sauf qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Le gouvernement fait tout depuis des semaines pour passer à autre chose, pour avancer sur d'autres sujets, l'immigration notamment, et Rima Abdul-Malak remet une pièce dans la machine. Finalement, elle tend une perche à ses opposants qui n'ont pas manqué, on vient de le voir, de réagir toute la soirée et on repart dans ce débat sans fin de la réforme des retraites. Restez avec nous, Mathieu. Yann Brossat, on vous retrouve. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un décalage La France est un pays quand même qui aide beaucoup le milieu de la culture, qui aime beaucoup les artistes, on l'a vu pendant le Covid. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage là à avoir ce discours politique, à critiquer la politique culturelle française justement ? Mais heureusement que les artistes, comme les autres catégories de la population, ont encore le droit de dire ce qu'ils pensent de la politique du gouvernement. Il faut que le gouvernement, que les macronistes s'habituent à une chose, c'est que les artistes ne sont pas les perroquets de la politique gouvernementale. Et donc lorsqu'un micro se tend, ils ont encore la possibilité de dire ce qu'ils pensent des retraites. Mais on voit bien de quel monde rêvent ceux qui nous gouvernent. Ils voudraient que les députés n'aient plus la possibilité de voter parce que soumis au 49.3 en permanence. Ils voudraient que les gens manifestent et qu'ils ne soient jamais écoutés. Ils voudraient que les salariés ne puissent plus faire grève. Et en plus de ça, ils voudraient que les artistes n'aient plus la possibilité d'exprimer un certain nombre d'opinions, notamment sur la réforme des retraites, ce qui a été fait hier. Alors on est encore en démocratie, on est encore des Gaulois réfractaires et on a encore le droit de dire un certain nombre de choses sur la politique du gouvernement. Et il va falloir que ceux qui nous gouvernent finissent par s'y habituer. Merci beaucoup Yann Brossat de nous avoir répondu cet après-midi sur ces différentes thématiques. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti communiste français. Dans l'actualité à présent, après les accidents routiers meurtriers causés notamment par Pierre Palmade ou encore ayant causé la mort de policiers à Roubaix ou d'une fillette de 6 ans à Trappes, Elisabeth Borne a par ailleurs annoncé, toujours sur les ondes de Radio J, un durcissement des sanctions pour conduite sous emprise de stupéfiants, sans doute au mois de juillet. Écoutez. Je réunirai un comité interministériel de la sécurité routière au mois de juillet et on aura à revenir notamment sur les sanctions qui doivent sans doute être renforcées pour ceux qui conduisent sous l'emprise des stupéfiants, mais c'est le travail. Et de l'alcool aussi ?
sur des taux d'alcoolémie très importants. C'est des choses qui sont en train d'être regardées par le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux. Bonjour Norbert Pirot, merci d'être notre invité cet après-midi sur BFM TV. Vous êtes porte-parole de l'association Victimes et Citoyens. On voit bien sûr, que le gouvernement réagit à l'actualité et à ces drames de ces derniers jours, ces dernières semaines. Est-ce qu'il y a vraiment une tendance à la hausse de ces accidents mortels causés par la conduite sous stupéfiants ? Écoutez, on le voit quand même par rapport malheureusement à l'actualité de ces derniers jours. Moi, je pense aux familles de ces 3 policiers et à la famille de cette petite jeune fille à Trappes qui est décédée. Enfin, on met quelque chose en place et il va y avoir une réunion interministérielle sur la sécurité routière. J'espère qu'on va trouver des solutions. Nous, en tout cas, on est sur le terrain, on sait ce qui se passe au quotidien. On a, Victimes et Citoyens, à peu près, malheureusement, entre 1 et, je dirais, 3 coups de téléphone par jour de familles qui sont directement touchées par les accidents de la route. Donc, c'est un chiffre qui n'est pas en baisse. On a toujours 3500 morts sur les routes. Il faut trouver des solutions. Alors maintenant, les solutions, j'espère, moi j'ai appelé un grand plan Marshall sur les problèmes de toxicomanie, que ce soit au niveau de l'alcool ou des produits stupéfiants. J'espère qu'on va trouver des solutions. Et je pense que la maladie d'être addictologue à la consommation d'alcool ou de drogue est une maladie. Donc c'est une maladie qu'il faut soigner. Or je pense que, j'espère, on va voir, on va en parler, mais mettre les gens en prison sans les soigner, les laisser 6 mois, 1 an en prison et les relâcher comme ça, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment voir dans l'ensemble, trouver des solutions, faire une table ronde et qu'on puisse discuter réellement. Alors d'un point de vue pénal, actuellement, les actes des conducteurs sous emprise de drogue qui causent un décès tombent sous le coup de l'homicide involontaire. La Première ministre a rappelé ce matin que les ministres de la Justice et de l'Intérieur étaient en train de regarder la possibilité de créer un nouveau délit, un délit d'homicide routier. Une proposition de loi d'ailleurs dans ce sens a déjà été déposée par un député Les Républicains au mois d'avril. Est-ce que vous souhaitez également que ce type de délit soit créé ? Bien sûr. De toute façon, je vais vous dire une chose. Tout ce qui va aller dans le sens pour baisser la mortalité sur les routes de nos jeunes ou autres, on y est favorable. Maintenant, il faut voir les possibilités. Moi, je vois qu'effectivement, aujourd'hui, la prise de produits stupéfiants est quand même largement en hausse. Quand on voit le prix d'un gramme d'héroïne ou de cocaïne aujourd'hui est quand même pas très cher, donc c'est un produit qu'on trouve un petit peu partout aujourd'hui. Donc il faut trouver des solutions. Alors si ça passe par là, pourquoi pas. Mais le tout répressif, oui et non. Il faut aussi, moi, vous savez, je vais dans les lycées, je vais dans les collèges, je vais dans les entreprises. La parole des victimes de la route fonctionne très bien auprès des jeunes. Je pense que réellement, la prévention peut fonctionner également. Donc, répression et prévention. Il faut trouver le juste milieu, si vous voulez, entre les deux. Et j'espère, puisqu'on a un gouvernement qui est à l'écoute, j'espère qu'on trouvera des solutions. Merci beaucoup Norbert Pirot d'avoir été notre invité cet après-midi sur BFM TV. On vous en parlait hier, le pilier du 15 de France de rugby, Mohamed Aouas, a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès pour violence conjugale qui aura lieu mardi à Montpellier. C'est son avocat qui l'annonce, jugé donc pour des violences conjugales sur la voie publique contre sa femme qui n'a pas porté plainte, précise l'avocat du rugbyman. Dans l'actualité à l'étranger, Volodymyr Zelensky salue les héros de la défense antiaérienne. Kiev affirme avoir abattu en effet 52 drones russes qualifiés de kamikazes sur 54 tirés cette nuit dans toute l'Ukraine, dont la capitale. Jérémy Père, vous êtes notre envoyé spécial en Ukraine. Les autorités parlent d'une attaque la plus importante sur Kiev depuis le début de la guerre et à une date qui n'est pas anodine. Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, la capitale ukrainienne célèbre la date de création de Kiev il y a 1541 ans. Et effectivement, le gouverneur militaire de Kiev, en ironisant évidemment, a dit que les Russes célébraient à leur façon
cette date anniversaire, mais effectivement c'est une attaque quasiment sans précédent faite par les Russes cette nuit. L'alarme pour prévenir des frappes aériennes a commencé au milieu de la nuit, vers minuit, et a duré presque 5 heures, et vous l'avez dit, 54 drones ont été lancés, 52 abattus. Il n'y a que très peu de dégâts matériels parce que la défense antiaérienne a encore une fois très bien fonctionné, notamment au-dessus de la capitale ukrainienne, mais il y a quand même une personne qui est décédée, une autre blessée des suites de la chute des débris des drones abattus par la défense anti-aérienne. Mais c'est la 14e nuit comme celle-ci que vivent les Ukrainiens depuis le début du mois de mai. Intensification des frappes russes. Donc il y avait eu aussi il y a quelques jours une frappe sans précédent, mais cette fois avec des missiles de croisière, des missiles hypersoniques qui avaient été lancés par les Russes. Et là aussi, la défense antiaérienne ukrainienne avait encore une fois très bien fonctionné. Mais vous l'avez dit, ce n'est pas que Kiev qui est visé, et de la ville de Dnipro dans le centre du pays. Là aussi, quasiment très souvent, il y a eu plusieurs frappes ces derniers jours. Et la dernière en date, un missile de croisière a frappé une clinique, tuant 4 personnes. Merci beaucoup Jérémy Père avec Juan Palencia, envoyé spéciaux de BFM TV. Donc en Ukraine, les drones qui modifient désormais en profondeur les règles de la guerre. Ne manquez pas demain soir à 20h50 sur BFM TV ce long format Ligne rouge inédit Ukraine, la guerre des drones, un long format donc consacré à la guerre vue et faite depuis le ciel à l'aide de ces engins discrets, peu coûteux et pilotés à distance qui permettent autant de voir le champ de bataille que d'y larguer des explosifs. Dans l'actualité également, santé, cette fois-ci remarcher grâce à la pensée. C'est l'objet de notre chronique santé. Prenez soin de vous. Votre programme commence dans 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. Votre rendez-vous avec Compex. Sculptez ou affinez votre taille et bénéficiez de massage du bas du dos. C'est l'association de 2 technologies qui permet de rétablir une communication entre le cerveau et la moelle épinière. Grâce à cette prouesse, un patient de 40 ans, devenu paraplégique après un accident de vélo il y a une dizaine d'années, a pu remarcher et même monter un escalier. Alors permettre à des patients qui ne peuvent plus bouger les jambes de remarcher, ça on l'avait déjà vu. Mais ce qui est très novateur là, c'est que par la pensée, la personne peut tout à fait moduler le mouvement de ses jambes et surtout le rythme de ses pas. Ça a représenté quand même plus de 10 ans de recherche pour des équipes franco-suisses. On a réussi à rétablir cette communication avec un pont digital qui transforme les pensées en action. Ça veut dire des implants localisés au niveau de la région de notre cerveau qui contrôle normalement les muscles des jambes. On capture cette pensée avec des implants et on les transforme en activation électrique de la moelle épinière. Autrement dit, quand le patient veut marcher, les intentions sont converties en stimulation électrique de la moelle épinière, ce qui va permettre de contracter les muscles et donc de réaliser le mouvement désiré. Alors ça peut paraître simple comme ça, mais il a quand même fallu 2 interventions pour la pose des implants et puis plus de 6 mois d'entraînement. Donc c'est un long périple, comme le dit lui-même d'ailleurs le patient néerlandais. Ce n'est peut-être pas pour tout le monde, car il ne s'agit pas simplement d'implanter le système et de pouvoir marcher. Il y a aussi une période d'entraînement difficile. Autre bonne nouvelle, en plus de pouvoir se déplacer, le patient semble avoir retrouvé une partie de ses sensations, y compris quand le système est désactivé, ce qui laisserait penser que cela permet en quelque sorte de réorganiser la partie lésée du cerveau. Alors pour aller plus loin, il y a même un autre essai qui va être lancé pour restaurer cette fois-ci la fonction des bras et la fonction des mains. Nous on se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. Votre programme est fini depuis 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. C'était votre rendez-vous avec Compex. Sculptez ou affinez votre taille et bénéficiez de massage du bas du dos. Il fait beau, il fait chaud, mais est-ce que ça va durer? On regarde ensemble la météo. Votre météo avec l'arroseur Aquasafe Pro d'Ozlock. Pour un arrosage précis et responsable. Ozlock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les questions immobilières vous obsèdent? Changez-vous les idées devant la météo avec Orpi. Et nous conservons cet anticyclone au niveau des îles britanniques, situation de blocage qui risque de durer plusieurs semaines. On parle de 2 semaines, donc des conditions
Très agréable évidemment côté ciel, ce qui est beaucoup moins agréable en revanche en ce qui concerne cette sécheresse qui va à nouveau donc s'intensifier. Alors on a quand même quelques orages cet après-midi, toujours essentiellement sur les reliefs, vous voyez Pyrénées, Massif central, sur les Alpes. Alors attention, des orages qui peuvent rester forts, accompagnés de grêle et de bonnes rafales de vent. Demain matin, ce sera encore du soleil sur une très large moitié nord, même sur les régions du sud. On aura de belles conditions, peut-être un petit peu de grisaille sur le sud-ouest, toujours quelques averses orageuses sur les Alpes du Sud, sur l'est de la Corse également, toujours ce petit vent de secteur nord-est. Et puis dans le courant de l'après-midi, eh bien, même scénario, au nord de larges éclaircies, même si ça se voile un petit peu sur l'extrême nord. Et puis au sud, toujours ce risque d'orage fort, essentiellement sur les reliefs, accompagné de grêle et de bonnes rafales de vent, donc de bons cumuls possibles en très peu de temps. Les températures, ça reste très chaud. On est toujours dans des valeurs dignes d'un mois de juillet dans le courant de l'après-midi. En matinée, déjà 18 degrés attendus à La Rochelle, 19 pour Nice au lever du jour demain matin, 15 degrés à Paris et dans le courant de l'après-midi. Donc des valeurs qui restent très élevées, même si ça baisse un petit peu sur les régions du nord. On attend quand même 30 degrés et ces 30 degrés qui gagnent du terrain jusque du côté de La Rochelle. C'était votre météo avec l'arroseur Aquasafe Pro d'Ozlock. Pour un arrosage précis et responsable. Ozlock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo avec Orpi, premier réseau immobilier de France. Et maintenant, à vous de jouer. Le Peugeot i2008 est disponible immédiatement, à partir de 200 € par mois seulement, avec 500 km inclus. Azzaro The Most Wanted. Et maintenant, Wanted eau de parfum, Azzaro. Vous avez battu le record de la douce la plus courte. 1 minute 27, pipi compris. À vélo, rien ne vous arrête. Pas même l'autonomie de votre batterie. Vous avez courageusement renoncé à la climatisation pour ce trajet du 15 août. Et après tout ça, votre épargne, elle, ne serait pas plus responsable? À la Matmut, vous pouvez investir dans des fonds plus respectueux de l'environnement, de l'inclusion et dans des fonds labellisés ISR. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. C'est moi les loups. Salut, moi c'est Camille, designer chez Carrefour. On a créé Les Incroyables, une gamme de produits innovants et on va vous parler des jouets géants. L'idée, c'était de faire rêver les enfants et de développer leur créativité. C'est facile à monter, fabriqué en France et en carton recyclé. Retrouvez nos différents modèles dans vos hypermarchés Carrefour pour seulement 10 € le jouet. Les Incroyables, c'est inspiré par vous et créé par nous. Ne gardez que l'essentiel. Comme le GPL, environ 50% moins cher que l'essence. Dacia Sandero, avec climatisation automatique, carte main libre, 4 ans d'entretien inclus, et toujours à prix Dacia. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comegem.fr. Comegem.fr. C'est important, .fr. Libre, l'eau de parfum original et le nouveau parfum Yves Saint Laurent. Words like violence break the silence, coming crashing into my little world. All I ever wanted, all I ever needed is here. Nouveau Renault Kangoo E-Tech 100% électrique, 100% silence, 100% famille. Jusqu'à 285 km d'autonomie.
À découvrir pendant les portes ouvertes du 8 au 12 juin. Profitez de l'été avec les shorts Mr Marvis. Confort ultime, design intemporel et fait à la main au Portugal. Découvrez les shorts Mr Marvis dès maintenant sur mrmarvis.fr. Alors, autant vous prévenir, il est possible que cette barre de pompier ne vous aide pas forcément à vendre votre appart plus vite. Mais grâce au rendez-vous meilleurs agents, vous pourrez vendre vite et au bon prix en étant mis en relation avec le bon professionnel de l'immobilier. Profitez d'un accompagnement gratuit de l'estimation à la vente avec le rendez-vous meilleurs agents. Meilleursagents.com. Tout commence par une bonne estimation. Qui peut concurrencer la MAF? Jolie voiture. Pour votre assurance auto, je vais compter jusqu'à 3 et vous viendrez chez nous. Ah bah non, nous on est à la MAF et on est très contents. En plus, avec le bonus automoto, on a 40% de réduction tous les ans sur notre contrat moto. Désolé, nous on reste à la MAF et on met tout à la MAF. Vous avez échoué. Informations et devis sur maf.fr et en agence. C'est moi et Lou. Salut, moi c'est Camille, designer chez Carrefour. On a créé Les Incroyables, une gamme de produits innovants et on va vous parler des jouets géants. L'idée, c'était de faire rêver les enfants et de développer leur créativité. C'est facile à monter, fabriqué en France et en carton recyclé. Retrouvez nos différents modèles dans vos hypermarchés Carrefour pour seulement 10 € le jouet. Les Incroyables, c'est inspiré par vous. Et créé par nous. DS4 Intense, quand la technologie rêve de voyage. DS Automobile présente sa nouvelle collection. DS4 Esprit de voyage. Bientôt 16h sur BFM TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans l'après-info. Des propos infâmes et indignes. C'est la réaction de Marine Le Pen à la première ministre, Elisabeth Borne, qui qualifie le RN d'héritier de Pétain. Je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti. Un changement de nom ne change pas les racines, dit la chef du gouvernement. Jordan Bardella dénonce des propos graves et mensongers. Au programme également cette polémique autour de la Palme d'Or à Cannes. La réalisatrice Justine Triet, lauréate du prestigieux prix, a profité de son discours pour tacler la politique du gouvernement sur la réforme des retraites et la marchandisation de la culture. Un discours injuste pour la ministre de la Culture qui s'est dite estomaquée, mais une preuve de courage et de talent, estime Jean-Luc Mélenchon. La Turquie aux urnes, forte mobilisation pour le second tour de l'élection présidentielle. Le président sortant, Erdogan, est donné favori malgré 2 décennies au pouvoir face à son rival social-démocrate qui appelle à voter, je cite, pour se débarrasser d'un gouvernement autoritaire. Et puis il flotte comme un air d'été ce dimanche de Pentecôte. 26 degrés cet après-midi à Paris, à peine 1 degré de moins à Pornic, la Bretagne et son air marin que de nombreux Français sont allés rechercher pour ces quelques jours de pause. Et nous vous y emmènerons dans ce journal. Je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Son idéologie reste dangereuse. Elisabeth Borne tire à boulet rouge sur le RN, qualifié d'être, je cite, les héritiers de Pétain par la Première ministre. Marine Le Pen s'insurge et qualifie ses propos d'infâmes. Clément Gauvin. Le Rassemblement national, un parti comme les autres, Elisabeth Borne n'y croit pas. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement national y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Car selon elle, le parti n'a pas rompu avec ses idées historiques. Héritier de Pétain ? Oui, également héritier de Pétain. Je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti. Et je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées et les racines. Des propos infâmes et indignes venant de la chef du gouvernement, a réagi Marine Le Pen sur Twitter, et insultant pour Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. En tenant des propos aussi graves, mensongers et injurieux, Elisabeth Borne insulte le premier parti d'opposition et salit les millions de Français qui votent pour le RN. L'objectif de la première ministre, selon Sébastien Chenu, faire oublier les revers politiques du gouvernement des derniers mois. Elle est indigne lorsqu'elle cherche à empêcher, par exemple, qu'il y ait un débat sur la réforme des retraites. Et puis elle est incapable parce que je pense qu'elle ferait mieux de se concentrer non seulement sur les problèmes des Français plutôt que d'insulter des millions d'électeurs. Le député du Nord, appelant Elisabeth Borne à plutôt, je cite, construire des majorités à l'Assemblée nationale.
Alors faut-il considérer le Rassemblement national comme un autre parti? Chacun semble avoir sa propre position au sein de la majorité. Depuis notre élection en juin 2022, c'est vrai que les 89 députés du Rassemblement national sont très polis, sont très corrects, n'invectivent pas, vous tiennent la porte à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'une banalisation du Rassemblement national, mais moi, je continue de penser que le Rassemblement national, c'est de monter les gens les uns contre les autres. Le Rassemblement national n'a pas de projet économique, mais vous savez, une fois que j'ai dit ça, le Rassemblement national, ça ne se combat pas avec des paroles, mais avec des actes. Je suis dans une circonscription qui a toujours voté droite et Front National, et en étant toujours un homme de gauche, les gens m'ont réélu. Je crois qu'il faut qu'on s'occupe de la problématique des Français, ça me paraît le plus important. Un autre débat dans lequel s'est immiscée la Première ministre ce dimanche, l'immigration. Chiche répond à son tour le ministre de l'Intérieur à son ancienne famille politique. Après l'offensive de la droite sur l'immigration, les LR voudraient absolument qu'on redépose ensemble un nouveau texte de loi. Nous y sommes prêts s'il est discuté avec les centristes et les radicaux, dit Gérald Darmanin dans Le Parisien. OK, donc pour un compromis, chacun doit faire un pas, mais pas d'accord à n'importe quel prix, dit le ministre de l'Intérieur. La question de l'immigration finira-t-elle, elle aussi, dans l'hémicycle par un 49-3? Écoutez les précisions de Mathieu Coache. On est en train de revivre quasiment trait pour trait ce qui s'est passé avec la réforme des retraites. Je vous rappelle l'objectif de l'interview de Gérald Darmanin hier soir, ce matin dans Le Parisien, tendre la main au LR pour faire des compromis et voter un texte sur l'immigration. Sauf que pour faire des compromis, il faut un minimum d'idées en commun. Et là, on a beau chercher, on ne les trouve pas. Les LR veulent changer la Constitution. Vous l'avez dit, sortir des traités européens sur l'immigration. Le gouvernement dit que c'est hors de question, tout simplement. Le gouvernement, lui, veut mettre en place des régularisations de sans-papiers qui travaillent dans des métiers en tension. Les LR disent hors de question, eux aussi, ça va faire venir plus d'immigrés en France. Alors je vous fais pas toute la liste, mais c'est pareil pour tout. Le droit d'asile, l'aide médicale d'État, les quotas, il n'y a rien sur le fond qui rapproche les deux camps, encore moins presque que pendant la réforme des retraites. Et en plus, comme pendant le débat qui a duré des mois de chaos politique, eh bien chaque camp fait un procès en irresponsabilité à l'autre. Elisabeth Borne en tête, qui dit d'entrée de jeu au LR que les Français attendent des réponses efficaces plutôt que des slogans. C'est comme si personne n'avait tiré la moindre leçon des mois que l'on vient de vivre. Et on voit effectivement une fin possible, on la connaît, c'est le 49-3. Et d'ailleurs, personne au gouvernement aujourd'hui ne l'exclut. La politique qui s'invite au milieu également des paillettes de Cannes en pleine soirée de clôture du festival. La Palme d'Or remise à Justine Triet, la réalisatrice qui a profité de la tribune. Vous allez entendre pour s'en prendre au gouvernement. Précision sur place de notre envoyé spécial Claire Fleury. Hier soir, Justine Triet était visiblement très émue lorsqu'elle a reçu sa récompense. Elle est restée silencieuse pendant de longues secondes sur scène, puis l'émotion a laissé place à la politique. Elle a surpris tout le monde en critiquant pêle-mêle la réforme des retraites, la répression violente des manifestations et la marchandisation de la culture par le gouvernement. Des propos qui ont rapidement fait réagir la classe politique, notamment la ministre de la Culture qui, sur Twitter, s'est dite estomaquée et trouvé ses propos injustes. Alors, Justine Triet, nous l'avons croisée dans la foulée sur la Croisette. Elle nous a expliqué pourquoi elle avait voulu faire de Cannes une tribune politique. On l'écoute au micro d'Édouard Bonamour. Impossible de venir prendre un prix ici sans parler de ce qui se passe dans ce pays en ce moment. C'était impossible de ne pas avoir un mot pour les gens qui vont manifester dans la rue, pour ce qui se passe depuis un an. On voit bien que les choses vont de pire en pire et donc je ne pouvais pas ne pas avoir cette parole. Des éditions mouvementées, eh bien il y en a eu, on se souvient notamment de celle de 1968, tout simplement annulée suite à la fronde de certains réalisateurs dont Jean-Luc Godard ou François Truffaut qui voulaient afficher leur solidarité avec le mouvement étudiant. Jean-Luc Godard allant même jusqu'à s'accrocher au rideau d'une salle de projection pour empêcher le lancement d'un film. Et puis plus récemment, l'année dernière, le président ukrainien avait été l'invité surprise de la cérémonie d'ouverture qu'il avait transformée en tribune anti-guerre. Il y a ici les discours, il y a ici aussi le palmarès qui parfois peut être très politique. Par exemple, en 2004, lorsque la Palme d'Or revient à Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, eh bien c'est un brûlot anti-Bush qui est récompensé, un film qui visait tout simplement à empêcher la réélection du président américain. Bref, ici, politique et cinéma font souvent bon ménage.
Bon, la polémique, ça veut dire beaucoup de réactions, de soutien ou bien des réactions estomaquées comme la ministre de la Culture, l'actuelle en tout cas, manifestement pas du tout sur la même ligne qu'une autre ministre de la Culture. Je trouve que c'est ingrat et injuste. Là, je pense que dans le discours de Justine Triet, il y a clairement un fond idéologique d'extrême gauche. Je respecte ses positions. Elle a visiblement cet argumentaire en tête. Elle part de la réforme des retraites qu'elle conteste pour arriver finalement à critiquer le système d'aide d'aujourd'hui et à dire qu'avant c'était mieux. Moi, j'aimerais bien qu'elle me donne les chiffres, les faits sur lesquels elle se base pour considérer que aujourd'hui la culture est marchandisée et l'exception culturelle cassée. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que son rôle en tant qu'artiste n'est pas de se taire. Lorsqu'elle reçoit un prix, elle est libre d'avoir un discours qui est un discours d'engagement sur la société, puisque tous les grands artistes, et c'est une grande réalisatrice, tous les grands artistes ont une vision de la société et s'engagent aussi à travers leurs œuvres. Donc tout d'abord, je voudrais dire que elle est complètement dans son rôle, comme d'ailleurs n'importe quel citoyen qui prend ses responsabilités politiques et qui s'engage par un discours. Et les critiques qui lui sont adressées aujourd'hui parce qu'elle a pris la parole me semblent profondément injustes. Ce qu'elle a rappelé, c'est que le système de financement du cinéma français, il date finalement d'une période où on a aussi mis en place les piliers de l'État social français, notamment la réforme des retraites, enfin notamment les retraites. Dans l'actualité également, cette découverte macabre, celle d'un corps sans vie et dénudé d'une femme dans un cours d'eau en Bretagne. Il a été signalé par des promeneurs hier matin. La victime porte des marques de strangulation et des lésions au buste et au bras. Elle serait âgée d'une vingtaine d'années, mais son identité reste inconnue à ce stade. Le parquet de Lorient a évidemment ouvert une enquête. La piste criminelle est envisagée. Une autopsie doit être réalisée en début de semaine. L'actualité internationale et cette question, Recep Tayyip Erdogan part-il pour un nouveau mandat à la tête de son pays? C'est la question posée aux Turcs aujourd'hui. Ça y est, les bureaux de vote viennent de fermer. Second tour de la présidentielle, il est donné favori dans les sondages. Scrutin sous tension. Manon Chaplin, on vous retrouve. Vous êtes notre correspondante à Istanbul. Pour autant, journée sans incident majeur. Oui, tout à fait. Et pour le moment, il n'y a pas encore de chiffre officiel sur le taux de participation, mais partout, toute la journée, des files d'attente devant les bureaux de vote. C'est habituel en Turquie. Le taux de participation est toujours très élevé. Il avait atteint un record au premier tour, près de 84%. Une participation élevé devrait profiter au candidat de la coalition d'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, qui a particulièrement ciblé les quelques pourcentages d'abstentionnistes durant l'entre-deux tours. Pas sûr cependant que cela lui permette de rattraper son retard avec Recep Tayyip Erdogan, largement favori pour ce second tour. On le disait, une journée donc sans incident. À quelle heure devrait-on connaître les résultats de ce scrutin ? Bien, écoutez, on devrait avoir des premiers retours autour de 18h30 heure turque, 17h30 chez vous, en France. Ce seront que des résultats partiels. Cela n'a rien à voir avec le rendez-vous du 20h pour la présidentielle en France. Les résultats sont donnés au fur et à mesure de la soirée, un dépouillement des urnes donc toute la soirée. Et il ne devrait pas y avoir tant de surprises que ça. Tout le monde s'attend à une réélection de Recep Tayyip Erdogan. Merci beaucoup Manon Chaplin, correspondante de BFM TV à Istanbul. Donc, on le sait, les bureaux de vote, ça y est, ont fermé. Bonjour Patrick Martin-Genier, merci d'être notre invité enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. On le disait, Erdogan qui est le favori de ce second tour, ça veut dire que quoi? Finalement, les Turcs ont décidé de ne pas changer leurs dirigeants, malgré 20 ans déjà au pouvoir? D'abord, si vous voulez, vous savez que la Turquie n'est pas véritablement une démocratie. Certes, il y a un aspect de démocratie, il y a des élections, parce qu'il y a toujours eu des élections dans ce pays, comme partout, mais c'est véritablement une autocratie. C'est-à-dire que l'opposition a été écrasée, la magistrature n'est plus indépendante, le Conseil suprême des élections également, et donc il n'y a plus véritablement une liberté, une démocratie en Turquie. Donc d'ores et déjà, on peut dire effectivement que ces élections ne sont pas satisfaisantes. Mais vous avez raison, il a effectivement, le président Recep Tayyip Erdogan, pris un avantage sur son candidat d'opposition, M. Kılıçdaroğlu, qui lui-même n'avait obtenu que 44%. Il faut dire une chose, c'est qu'à la grande assemblée nationale turque, Recep Tayyip Erdogan a remporté au premier tour 321 sièges, c'est-à-dire une majorité absolue. En d'autres termes, au lendemain de cette élection, pratiquement rien ne va changer en termes politiques. Il est quasiment assuré. Je ne sais pas s'il ira encore pendant 5 ans, mais en tout cas d'être réélu ce soir à la présidence de son pays.
Ça, c'est pour la situation donc, dans le pays, à une échelle plus large. Macron, quand on regarde les enjeux de cette réélection, quels sont-ils au regard, par exemple, de la situation de la guerre en Ukraine ou encore des relations internationales et avec la France? Écoutez, d'abord, vous savez que Recep Tayyip Erdogan a un rôle très essentiel. C'est lui qui a négocié en partie l'accord sur les céréales entre la Russie et donc l'Ukraine pour permettre effectivement de passer le détroit de Bosphore donc en Turquie. Il a eu un rôle essentiel, mais son rôle est parfaitement ambigu parce qu'il entretient d'excellentes relations avec Vladimir Poutine, lequel installe des centrales nucléaires en Turquie. Donc il y a des liens très étroits. Et vous savez par ailleurs qu'il a toujours opposé son veto à l'admission de la Suède à l'OTAN. Il n'a toujours pas levé son veto. Et donc on attend le lendemain de ces élections pour voir s'il va faire un geste. Et donc on peut dire aujourd'hui qu'en termes internationaux, vis-à-vis de l'Europe, la réélection de Recep Tayyip Erdogan sera importante. On mettait beaucoup d'espoir en Europe sur le candidat de l'opposition, mais manifestement il semblerait que le président va être réélu. Vous savez aussi qu'il a une politique absolument très agressive en mer de Méditerranée orientale. Cela inquiète également l'Europe. Et donc je ne vois pas comment les relations pourraient s'améliorer avec l'Europe, avec la réélection de Recep Tayyip Erdogan. Avec l'Europe et en particulier avec la France. On se souvient, il y a eu des échanges quand même de mots assez forts entre lui et Emmanuel Macron directement. Tout à fait, la France, mais aussi la Grèce, vous savez, et avec Chypre également, tous ces territoires qui sont contestés à cause des richesses minérales, pétrolières et donc de gaz. Et oui, c'est vrai qu'il y a eu une opposition très importante avec la France, mais ce qui est assez décevant dans cette élection, si vous voulez, c'est qu'il y a une thématique. De quoi a-t-on parlé pendant ces élections? On a parlé des difficultés économiques, on a parlé de l'inflation qui est entre 80 et 100% en Turquie, on a parlé de l'éducation, on a parlé des pauvres performances de l'État après le tremblement de terre qui a fait 50 000 morts. Et au final, qu'est-ce qu'a fait l'opposition? Eh bien, l'opposition a dit oui, nous allons expulser tous les migrants. En réalité, c'est l'extrême droite qui va faire la différence. 5%, le parti de la victoire, le parti nationaliste, qui semble-t-il s'est allié avec le candidat de l'opposition, parce que ce dernier s'est engagé à expulser tous les Syriens qui sont réfugiés là-bas, premièrement, ce qui va aussi poser des problèmes avec son voisin, mais également en disant que tous les maires kurdes, les Kurdes qui avaient été destitués donc dans cette région et qui étaient des maires démocratiquement élus ne seraient pas réinstallés. En d'autres termes, on mettait beaucoup d'espoir, les Kurdes mettaient beaucoup d'espoir dans le candidat de l'opposition, mais apparemment, il a décidé de les sacrifier sur l'autel de cette élection présidentielle. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier d'avoir apporté votre expertise sur cette question. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Une nuit sous pluie d'explosifs à Kiev, l'attaque de drones la plus importante depuis le début de l'invasion selon les autorités. Une cinquantaine ont été lancés contre la capitale ukrainienne et un peu partout dans le reste du pays pendant près de 5 heures. Quasiment tous ont pu être détruits. Volodymyr Zelensky vient de saluer les héros de la défense antiaérienne. Le bilan est quant à lui lourd, même de 2 morts et de 3 blessés. La Russie qui accuse les Occidentaux de jouer avec le feu après le feu vert récent des États-Unis pour livraison d'armes de combat. Voilà pour ce qui est la situation du côté donc de Kiev. Les drones qui modifient désormais en profondeur les règles de la guerre. Ne manquez pas. Demain soir à 20h50 sur BFM TV, ce rendez-vous, ce long format Ligne rouge, Ukraine, la guerre des drones, document consacré à la vue, à la guerre vue et faite depuis le ciel à l'aide de ces engins discrets, peu coûteux et pilotés à distance qui permettent autant de voir le champ de bataille que d'y larguer des explosifs. Extrait. Prometheus, un ancien assistant réalisateur, et Tisha, étudiant ingénieur, modifient des drones grand public pour en faire des engins de guerre. Il doit être porté à ébullition. Tu peux augmenter la température. Elle est à 430. Dans cet atelier de briques et de broc, innovation et système D sont la règle. Là, on essaye de souder le bloc d'alimentation afin d'installer une batterie et de faire des tests après le réglage. C'est un nouveau système. On essaie de comprendre si c'est possible d'assembler ce drone dans des conditions de terrain. Ce type d'engin est utilisé comme des drones kamikazes. Ils transportent des munitions. Accroché sous la machine, avec une simple sangle, un obus d'artillerie contenant 800 grammes d'explosifs. C'est une vieille munition soviétique qui a une double action.
Elle peut être utilisée contre des équipements militaires ou contre les troupes, car c'est une arme à fragmentation. Regardez ce modèle. Avant, on l'utilisait pour livrer des fleurs ou des alliances depuis un drone. Nous avons apporté quelques modifications afin de pouvoir livrer d'autres types de cadeaux. Et c'est le coup d'envoi en France pour le tournoi de tennis de Roland-Garros. Début de tournoi difficile pour les Français. Le fait que cette première journée, c'est la guerre en Ukraine qui s'invite sur le court, puisque l'Ukrainienne Marta Kostyuk a été huée par le public du court Philippe Chatrier pour avoir refusé de serrer la main à la Biélorusse Aryna Sabalenka après sa défaite 6-3, 6-2 au premier tour de Roland-Garros. Originaire de Kiev, l'Ukrainienne juge les instances du tennis trop accommodantes avec les joueurs russes et biélorusses dans les mesures prises en réponse à l'invasion de son pays. À l'exception du tournoi de Wimbledon, la saison dernière, les Russes et les Biélorusses sont donc autorisés à jouer tous les tournois. 28 degrés cet après-midi à Paris, vous le devinez sur ces images, c'est beau ciel bleu. 1 degré de moins à peine à Pornic, l'air frais de l'océan qui fait toute la différence. C'est ce que sont allés chercher de nombreux Français en profitant du week-end de la Pentecôte. Le port, la plage et les glaces pris d'assaut par les vacanciers. C'est le cas également de Quentin Duval avec Hilal Elafley. Une ambiance estivale souffle sur le Vieux-Port. Les vacanciers doivent se frayer un chemin le long des sentiers pour se promener. Avec un thermomètre qui frôle les 30 degrés, ils sont nombreux à avoir choisi de poser leurs valises à Pornic pour ce week-end prolongé. Petit week-end en famille, profiter pour du beau temps, un week-end de 3 jours et se ressourcer tout simplement. Et découvrir la région. On est venu se balader, profiter du soleil, de la plage, faire les magasins, voilà, trouver des belles robes pour madame. Le programme du week-end là, c'est aller à la plage, sûrement manger une glace parce que le temps s'y prête et se croire en vacances clairement. Comme en été, la plage est elle aussi prise d'assaut. Bain de soleil pour les uns, baignade pour les autres, et ce n'est pas l'eau à 16 degrés qui va les refroidir. Là franchement, ce week-end là, ça va être top. Bon, la mer un petit peu fraîche, mais bon, on va pas se plaindre, il y a pire. On a pique-niqué sur la plage et là c'est farniente et un peu de bain de soleil et un peu de baignade. L'afflux de vacanciers redonne le sourire aux commerçants et restaurateurs. Le café du port est quasi complet jusqu'à lundi, même si les additions sont moins importantes que les week-ends prolongés précédents. C'est le dernier week-end du mois, donc on sent quand même que ça commence à tirer un petit peu sur le porte-monnaie. Pour terminer la journée en beauté, les gourmands s'offrent une glace à la fraise, spécialité de Pornic. Elles sont excellentes, ça va. Ça fait du bien. Le week-end de la Pentecôte continuera d'être ensoleillé à Pornic, avec des températures au-dessus des 20 degrés. Restez avec nous dans un instant, le journal de 16h30. Nous reviendrons sur cette main tendue par Gérald Darmanin et le gouvernement aux Républicains afin d'écrire une loi sur l'immigration ensemble, mais de conditions du gouvernement. On en parle dans un instant avec nos invités et nos journalistes en plateau. Nous allons, un peu comme toutes les familles françaises, discuter de l'actualité. Les sujets qui vous concernent, ceux qui vous ont fait réagir, chacun aura un avis. Écoutez, les jets privés, on va les laisser tranquillou bilou. C'est pas possible. Une opinion tranchée. Il va falloir de l'écologie punitive sur les plus riches. Les autres ne la partageront peut-être pas. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a évidemment des impôts. Encore une fois, le sujet... Ah pardon, si c'est encore une fois, c'est-à-dire que ça a été dit déjà. Donc je vous arrête là. Pour partager avec vous l'info du week-end. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau, mais alors vraiment nouveau numéro de BFM TV SD. Vendredi, samedi, dimanche. Vos fins de journée avec Jean-Baptiste Boursier, en direct sur BFM TV. Votre programme commence dans 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. Parlons peu, parlons alternance. Comment McDo se mobilise pour l'apprentissage des jeunes ? Eh bien, on propose en partenariat avec près de 150 écoles dans toute la France, des postes en alternance sur tous nos métiers, dans tous nos restaurants. On offre ainsi aux jeunes une expérience professionnelle et une formation avec à la clé une qualification reconnue par l'État et un tremplin pour leur avenir. Et d'ici 2024, McDo s'engage à accueillir 5000 étudiants en alternance. Et oui, chez McDo, les jeunes sont à bonne école. Ensemble, faisons les choses en grand.
100% électrique. 100% plaisir de conduire. Choisissez votre BMW 100% électrique et profitez d'un an de recharge Ionity illimité. Non, papa, t'es relou. Oh, ça va. Oh, mais qu'est-ce que t'as mis là? Concevez la cuisine qui vous ressemble avec nos experts. Prenez rendez-vous sur Ikea.fr. Ikea. À bientôt. Salut. Non mais t'as vu? Elle a recommencé. Elle a ramené des crèmes au chocolat. C'est toi qui lui as demandé d'amener le dessert. Oui, un dessert, mais pas des crèmes au chocolat. Faut toujours qu'elle étale sa richesse. Là, la dernière fois, elle avait ramené des yaourts. La prochaine fois, c'est quoi? Des petits Suisses. Pourquoi elle nous dit qu'elle a du riz au lait dans son frigo? On s'en fout. Oui, elle est complètement bimique. Pour le goûter des gosses, elle avait ramené de la faisselle. Je me sens rabaissé, je me sens nul. Faut pas trop les habituer à manger ce genre de mets de luxe, hein? Vos papiers, s'il vous plaît. C'est votre véhicule? Ouais, c'est mon véhicule. Mais je vous la prêterai pas. Pardon? Ne vous excusez pas, je vous la prêterai pas. Oh, bonne journée. Le style est enfin accessible, mais n'en faites pas trop quand même. Citroën C3 U Black Series est à partir de 99 € par mois. Portes ouvertes du 9 au 12 juin. Alors maman, ça fait 1 mois que t'as commencé Comme J'aime, ça donne quoi? Ah bah je suis super contente, j'ai perdu 4 kilos et une taille de vêtements. Je suis passée du 46 au 44. Regarde, je voudrais mettre un 40 dans 2 mois. Je suis fier de toi, je suis certain que tu vas y arriver. Ça va le faire, c'est super facile. Si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt. Merci Robin de m'avoir motivée. Alors si vous aussi voulez faire comme Viviane, rendez-vous sur le site commej'aime.fr. Commej'aime.fr pour faire votre devis. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Grâce au loyer sur mesure Peugeot, Paul s'est offert une i208 100% électrique et peut rouler jusqu'à 500 km par mois pour un petit budget. Et quand il roule plus pour rendre visite à ses futurs beaux-parents, le loyer s'adapte. Ça donne des idées, non? Peugeot i208, à partir de 150 € par mois seulement, avec 500 km inclus, ajustable quand vous roulez plus. Be your own boss. Boss Bottled and the new intensity. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec KWS. Tu peux défier le monde entier et t'imposer. Vite rembourser Paul avant qu'il imagine qu'on sort ensemble. Tout savoir sur la fabrication de mon produit et l'origine de ses ingrédients. Ou aider mamie à acheter une maison et à rapprocher ses madeleines. Alors imagine tout ce qu'on pourrait faire si c'était moi qui gérais. Demain, Léa déménage. Le recommandé pour résilier sa box internet, elle l'a fait sur laposte.fr. Et pour continuer de recevoir ses abonnements, elle fait son transfert de courrier en quelques clics. Organisez votre déménagement, ça aussi vous pouvez le faire sur laposte.fr. Allez-y, prenez une petite chaise. Vous avez pas eu mon petit mail? On a un petit souci, là. Il manque un petit versement. Oui, bah oui. Si vous voulez éviter les petits agios, il va falloir régulariser. Vous voulez pas des petits agios. Alors, soit un virement, soit un petit chèque, dans une petite enveloppe. Hein, on va pas vous embêter. Un petit bonbon? Non, merci. Heureusement, chez McDonald's, il existe des petites formules à 4,50 €. Ouais, ça fait du bien. Et hop, petit logo. Le Petit Marseillais réinvente ses gels douche. Une formule encore plus naturelle, un flacon encore plus transparent pour toujours autant de plaisir. Le Petit Marseillais. Restons nature. Petit à petit, les algorithmes nous enferment dans une bulle. Il est temps de s'ouvrir à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de nous jeter à Avec la première billetterie de France, libérons la culture. Fnac. Qui a dit que l'électrification ne pouvait pas vous surprendre? Nouveau Nissan Qashqai e-Power. La motorisation unique pour profiter du plaisir de l'électrique sans recharge. Venez essayer le nouveau Nissan Qashqai e-Power et profitez de 3 mois de loyer offert.
Votre météo avec l'arroseur Aquasafe Pro d'Ozlock. Pour un arrosage précis et responsable. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les questions immobilières vous obsèdent? Changez-vous les idées devant la météo avec Orpi. Et nous conservons cet anticyclone au niveau des îles britanniques, situation de blocage qui risque de durer plusieurs semaines. On parle de 2 semaines, donc des conditions très agréable évidemment côté ciel, ce qui est beaucoup moins agréable en revanche en ce qui concerne cette sécheresse qui va à nouveau donc s'intensifier. Alors on a quand même quelques orages cet après-midi, toujours essentiellement sur les reliefs, vous voyez Pyrénées, Massif central, sur les Alpes. Alors attention, des orages qui peuvent rester forts, accompagnés de grêle et de bonnes rafales de vent. Demain matin, ce sera encore du soleil sur une très large moitié nord, même sur les régions du sud, on aura de belles conditions, peut-être un petit peu de grisaille sur le sud-ouest, toujours quelques averses orageuses sur les Alpes du Sud, sur l'est de la Corse également, toujours ce petit vent de secteur nord-est. Et puis dans le courant de l'après-midi, même scénario, au nord de larges éclaircies, même si ça se voile un petit peu sur l'extrême nord. Et puis au sud, toujours ce risque d'orage fort, essentiellement sur les reliefs, accompagné de grêle et de bonnes rafales de vent, donc de bons cumuls possibles en très peu de temps. Les températures, ça reste très chaud, on est toujours dans des valeurs dignes d'un mois de juillet dans le courant de l'après-midi. En matinée, déjà 18 degrés attendus à La Rochelle, 19 pour Nice au lever du jour demain matin, 15 degrés à Paris et dans le courant de l'après-midi. Donc des valeurs qui restent très élevées, même si ça baisse un petit peu sur les régions du nord. On attend quand même 30 degrés et ces 30 degrés qui gagnent du terrain jusque du côté de La Rochelle. C'était votre météo avec l'arroseur Aquasafe Pro d'Ozlock. Pour un arrosage précis et responsable. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo avec Orpi, premier réseau immobilier de France. À la une de l'après-midi info à 16h30, chiche, travaillons ensemble. C'est l'appel du pied de Gérald Darmanin aux Républicains. Après l'annonce du dépôt de 2 propositions de loi sur l'immigration, le gouvernement prêt à négocier, oui, mais pas à n'importe quel prix. Reportage et débat à suivre dans ce journal. Des sanctions sans doute renforcées en juillet contre la conduite sous stupéfiants, c'est ce qu'annonce la Première ministre. Le gouvernement est en train, je cite, de regarder la possibilité de créer un délit d'homicide routier, assure Elisabeth Borne. Une soirée de clôture en forme de tribune politique. La cinéaste Justine Triet, lauréate de la Palme d'Or du Festival de Cannes, a profité hier soir de son discours pour critiquer ouvertement la réforme des retraites du gouvernement et la marchandisation de la culture. Un discours injuste pour la ministre de la Culture qui s'est dit estomaquée, mais une preuve de courage et de talent, estime Jean-Luc Mélenchon. En Ukraine, une nuit sous pluie d'explosifs à Kiev. L'attaque de drones la plus importante depuis le début de l'invasion. Selon les autorités, une 50aine ont été lancées contre la capitale. Quasiment tous ont pu être détruits. Volodymyr Zelensky salue, je cite, les héros de la défense anti-aérienne. Le gouvernement se dit donc prêt à négocier avec les Républicains sur la question de l'immigration, oui, mais sous condition. Alors que les parlementaires du parti de droite ont déjà déposé une proposition de loi à l'Assemblée et au Sénat, Gérald Darmanin leur a répondu hier dans le journal Le Parisien, chiche, travaillons ensemble. Le ministre de l'Intérieur qui s'y dit prêt s'il est discuté avec les centristes et les radicaux. Milan Argelas. Une nouvelle loi immigration en accord avec les Républicains, Gérald Darmanin ne l'exclut pas. Le ministre de l'Intérieur souligne l'urgence de débattre sur le sujet, en joignant à la discussion les centristes et les radicaux. On ne va pas pendant 4 ans nous priver de mesures efficaces en matière d'immigration. Il faut agir vite, en ayant un texte d'ici à cet automne. Mais vis-à-vis des propositions des Républicains, le ministre pose ses conditions. Sur le droit d'asile, par exemple, c'est impossible de mettre des quotas. Pour l'immigration de travail, en revanche, c'est tout à fait possible. Un point est non négociable pour le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin écarte une modification de la Constitution sans un débat tranché par le peuple. Une position défendue aussi par la Première ministre. Je rappelle qu'il faut un vote aux 2/3 pour 3/5 pour pouvoir faire passer une réforme constitutionnelle. Quand on est un parti de gouvernement qui a participé à la construction européenne, si on pense qu'il y a des choses à changer, on ne se met pas en marge
des règles européennes. Malgré les réticences du gouvernement, les Républicains réaffirment leur volonté de modifier la Constitution. Et nous disons que nous avons besoin d'une révision constitutionnelle et que nous voulons un référendum. Donc quand Gérald Darmanin dit que ce débat doit être tranché par le peuple, mais nous sommes parfaitement d'accord. Chez les Républicains, nous voulons vraiment qu'on reprenne la main sur les flux migratoires. Ça suppose une révision constitutionnelle. La loi immigration avait été présentée au Sénat en mars dernier, avant d'être suspendue par l'exécutif. La Première ministre estimait il y a un mois qu'il n'existait pas de majorité pour voter le texte. Notre invitée cet après-midi sur BFM TV, Violette Spilbou. Bonjour, merci d'être avec nous, députée Renaissance du Nord, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Alors, le gouvernement fait savoir qu'il serait prêt à durcir les conditions pour régulariser des sans-papiers, porter à 7 le nombre d'années minimum de résidence en France, contre 3 dans le projet actuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes prêt à négocier comme sur un marché, ce qu'on ne ferait pas normalement sur un sujet qui est censé être sérieux, l'immigration? Ce qui est sûr, c'est que le sujet de l'immigration, il est très sérieux et très pris au sérieux par l'ensemble des Français qui nous demandent de vraiment traiter le sujet. Moi, dans ma circonscription, très souvent, je suis interpellée sur des situations de séjour, des personnes qui sont en stage ou en alternance dans une entreprise et qui n'ont pas obtenu leur papier pour pouvoir être embauchés. Donc, c'est un vrai sujet d'actualité et on ne peut plus tarder. Après, c'est un projet de loi qui va devoir vraiment reposer sur 2 pieds. Le pied de la fermeté et en particulier, les Français veulent qu'on accélère l'expulsion de délinquants, mais aussi l'intégration. Et l'intégration républicaine, on en voit plein de modèles extrêmement réussis et il faut qu'on marche sur ces 2 pieds. On va avoir beaucoup de travail de dialogue, en partie avec les Républicains sur ce sujet. Alors vous nous dites que les Français demandent l'expulsion des personnes sans papier sur le territoire. Un peu plus tôt, on a eu ici comme invité Yann Brossa qui, lui, nous expliquait qu'il avait d'autres sons de cloche, que les Français étaient prioritairement intéressés par la question du pouvoir d'achat, de la vie au quotidien avant l'immigration. Que lui répondez-vous ? Moi, je réponds que, bien entendu, vivre bien, vivre de son travail, réussir à nourrir sa famille, c'est évidemment une priorité, que l'on soit français ou que l'on soit d'ailleurs étranger en France, intégré dans l'attente d'une régularisation. En fait, on ne peut pas placer un sujet vital par rapport à un autre. Moi, ce que je rencontre, c'est des situations concrètes. C'est encore un jeune homme qui est venu me voir la semaine dernière sur ma circonscription parce qu'il a fini ses études en France, son visa étudiant expire, il parle parfaitement français, il est intégré, il a un master en électromécanique, on a des besoins sur le territoire français. Eh bien, il faut que des personnes comme ça, ils puissent obtenir l'autorisation de rester sur le sol français, de travailler, d'apporter leur savoir-faire et puis d'être aussi complètement intégrés, parce que sinon, c'est rejeter des personnes qui ont déjà apporté des choses aux Françaises et aux Français. En tout cas, ce sujet aujourd'hui lié à la sortie de Gérald Darmanin dans la presse est un peu noyé dans une autre polémique suite à la sortie d'Elisabeth Borne sur Radio J ce matin qui tire à boulet rouge sur le RN et qui explique que le RN est l'héritier de Pétain. Ça a fait réagir bien sûr Marine Le Pen qui parle de propos infâmes et indignes. Ils ne sont pas acceptables à l'égard du premier parti d'opposition et de ses 88 députés, de ses milliers d'élus et de ces millions de Français qui le représentent. Est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie de diaboliser le RN plutôt que d'essayer de répondre aux problématiques des Français, ceux qui ne votent pas pour vous parce qu'ils n'estiment que vous n'y répondez pas? Vous avez raison sur une chose, c'est qu'il faut qu'on soit meilleur. Il faut qu'on soit meilleur dans nos politiques publiques. On travaille énormément. Elisabeth Borne, l'ensemble des membres du gouvernement, Gérald Darmanin avec ce sujet de l'immigration qui est aujourd'hui à la une de l'ensemble de vos éditions. On est tous au travail parce que les Français veulent que leur vie s'améliore. Il y a encore trop de gens qui souffrent et qui parfois, par la peur de l'autre, par les difficultés, s'orientent vers des votes extrêmes. Après, il ne faut pas oublier l'origine de l'extrême droite. Et aujourd'hui, sur un sujet comme par exemple la loi immigration, on sait bien que d'un côté, on a l'extrême gauche qui veut régulariser tout le monde et de l'autre côté, l'extrême droite qui veut renvoyer tout le monde. Et la France, c'est une terre d'accueil, une terre où le droit d'asile, qui est un droit aussi européen, doit pouvoir être respecté. Et tous ces sujets-là, nous, on souhaite aussi les rappeler.
Restez avec nous, Violette Spilbou. On voudrait également vous faire réagir autour de cette polémique sur la Palme d'Or hier au Festival de Cannes. D'abord, ce reportage, vous allez le voir lors de son discours hier, la réalisatrice Justine Triet, lauréate donc de cette Palme d'Or pour son film Anatomie d'une chute, a critiqué la conduite de la réforme des retraites par le gouvernement. Elle a également dénoncé la marchandisation de la culture qui, selon elle, a cassé l'exception culturelle française. Les réactions politiques de tous bords ne se sont pas faites attendre. Guillaume Barki, Marion Bercher. Justine Triet. Une palme d'or, suivie d'un discours engagé sur la réforme des retraites. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. La ministre de la Culture dénonce, elle, une prise de parole très politisée. Il y a clairement un fond idéologique d'extrême gauche. Elle part de la réforme des retraites qu'elle conteste pour arriver finalement à critiquer le système d'aide d'aujourd'hui et à dire qu'avant c'était mieux. Moi j'aimerais bien qu'elle me donne les chiffres, les faits sur lesquels elle se base. Une réaction de la ministre qui ne passe pas à gauche. On voit vent de panique. On dit presque Justine Triet, par les propos de la ministre, est rangée dans une case politique, ce qui est absolument scandaleux. Et elle aurait dû se taire sous prétexte que le cinéma français est aidé. Pour l'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, la démarche de Justine Triet est légitime. Elle est complètement dans son rôle. Tous les grands artistes ont une vision de la société et s'engagent aussi à travers leurs œuvres. Dans un tweet, Jean-Luc Mélenchon a également salué le geste de la réalisatrice en soulignant le courage de sa prise de parole. Mathieu Coache, on décrypte tout cela avec vous, ce tapis rouge cannois qui décidément a pris des allures de tribune politique hier. Oui, et on se demande si la ministre de la Culture finalement n'a pas perdu une bonne occasion de ne pas réagir hier soir. C'est vrai qu'elle avait réussi un coup, vous en souvenez peut-être, lors de la cérémonie des Molières, c'était il y a un mois, quasiment jour pour jour, en répondant spontanément à des artistes qui lui reprochaient son silence sur la réforme des retraites. On était alors dans une phase très chaude de la contestation, les ministres ne pouvaient pas faire 10 mètres sans entendre le son d'une casserole, sauf qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Le gouvernement fait tout depuis des semaines pour passer à autre chose, pour avancer sur d'autres sujets, l'immigration notamment, et Rima Abdul-Malak remet une pièce dans la machine. Finalement, elle tend une perche à ses opposants qui n'ont pas manqué, on vient de le voir, de réagir toute la soirée et on repart dans ce débat sans fin de la réforme des retraites. Bon, Violette Spilbou, depuis quand les artistes n'ont pas le droit d'avoir des discours politiques à la tribune en public? Et puis d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de dérangeant en disant cette réalisatrice, comme d'autres dans le cinéma français, a bénéficié des fonds de financement culturel, qui n'est pas l'argent du gouvernement, qui est l'argent des Français, alors elle ne devrait pas non plus trop taper sur l'exécutif? D'abord, ce que je veux dire, c'est que Justine Triet, c'est une grande réalisatrice française et moi, je suis très fière qu'elle ait obtenu la Palme d'Or. C'est un grand prix, le plus beau prix pour le cinéma au monde. Et mon premier sentiment, c'est la fierté. Mais après, c'est vrai que moi aussi, je comprends la réaction de la ministre. J'ai été concernée, non pas qu'elle soit libre de s'exprimer. Ça, bien sûr, tout artiste est libre de s'exprimer, quelles que soient d'ailleurs les subventions qu'il reçoit. Ce n'est pas le sujet. Mais d'utiliser la tribune du Festival de Cannes, qui est un moment de rêve, un moment de représentation de la France dans le monde entier pour dénigrer finalement notre pays, ce qu'il s'y passe, eh bien moi j'ai trouvé que c'était indécent. On sait que effectivement le cinéma à Cannes, c'est aussi les paillettes, la richesse, c'est finalement beaucoup de personnalités qui sont dans un système ultra aidé, ultra avantagé par rapport aussi à beaucoup d'autres artistes en France et dans le monde. Et moi, moi ça m'a choqué d'entendre ce moment où finalement on utilise le rayonnement de la Palme d'Or pour faire de la propagande politique qui finalement est saluée par Jean-Luc Mélenchon. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a été saluée par Jean-Luc Mélenchon que vous attribuez ces propos à de la propagande politique? Je ne pense pas que Madame Triet elle-même se soit revendiquée d'un parti politique lorsqu'elle a fait cette déclaration. Bon, vous savez, il ne faut pas non plus se cacher. On voit bien quelles sont ses opinions. Elle a tout à fait le droit, je le redis. Elle a la liberté d'opinion, la liberté de s'exprimer. Tout artiste en a le droit. Ce n'est pas lié aux subventions qu'elle reçoit pour les films, mais
dans cette tribune où on a 90% de personnes qui sont d'autres pays, qui ne sont pas concernés par la réforme des retraites, eh bien avoir une parole aussi négative quand on voit à l'inverse des réalisateurs d'autres pays se féliciter de l'exception culturelle française et de ce rayonnement, quand on voit la réaction de Jane Fonda tout à fait naturellement, on se dit que finalement c'est à l'extérieur qu'ils se rendent bien plus compte de la chance que l'on a d'avoir une culture française aussi soutenue, car on est le seul pays au monde qui aide autant ses artistes et en particulier le cinéma. Merci beaucoup Violette Spilbou d'avoir été notre invitée cet après-midi sur BFM TV. Un autre sujet abordé par la Première ministre très concernant. Bien sûr, il y a eu l'accident meurtrier causé par Pierre Palmade. Il y a également eu la mort de ces policiers à Roubaix et cette fillette de 6 ans renversée à Trappes. À chaque fois, le point commun, c'est la conduite sous stupéfiants. C'est là-dessus qu'Elisabeth Borne était interrogée. La Première ministre qui a annoncé un durcissement des sanctions pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Je réunirai un comité interministériel de la sécurité routière au mois de juillet et on aura à revenir notamment sur les sanctions qui doivent sans doute être renforcées pour ceux qui conduisent sous l'emprise des stupéfiants, mais c'est le travail. Et de l'alcool aussi ? Sur des taux d'alcoolémie très importants, c'est des choses qui sont en train d'être regardées par le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux. On voit bien sûr que le gouvernement réagit à l'actualité et à ces drames de ces derniers jours, ces dernières semaines. Est-ce qu'il y a vraiment une tendance à la hausse de ces accidents mortels causés par la conduite sous stupéfiants ? Écoutez, on le voit quand même par rapport malheureusement à l'actualité de ces derniers jours. Moi, je pense aux familles de ces 3 policiers et à la famille de cette petite jeune fille à Trappes qui est décédée. Enfin, on met quelque chose en place et il va y avoir une réunion interministérielle sur la sécurité routière. J'espère qu'on va trouver des solutions. Nous, en tout cas, on est sur le terrain, on sait ce qui se passe au quotidien. On a, victimes et citoyens, à peu près, malheureusement, entre 1 et... 3 coups de téléphone par jour de familles qui sont directement touchées par les accidents de la route. Donc c'est un chiffre qui n'est pas en baisse. On a toujours 3500 morts sur les routes. Il faut trouver des solutions. Alors maintenant, les solutions, j'espère, moi j'ai appelé un grand plan Marshall sur le problème de toxicomanie, que ce soit au niveau de l'alcool ou des produits stupéfiants. J'espère qu'on va trouver des solutions. Et je pense que... la maladie d'être addictologue à la consommation d'alcool ou de drogue est une maladie. Donc c'est une maladie qu'il faut soigner. Or je pense que, j'espère, on va voir, on va en parler, mais mettre les gens en prison sans les soigner, les laisser 6 mois, 1 an en prison et les relâcher comme ça, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment voir dans l'ensemble, trouver des solutions, faire une table ronde et qu'on puisse discuter réellement. On parle également de ce gardien remplaçant du Paris Saint-Germain, Sergio Rico, qui est dans un état grave après un accident de cheval. Il a été hospitalisé ce matin à Séville, en Espagne, où il se trouvait, victime d'un traumatisme crânio-cérébral, transporté en hélicoptère et placé sous assistance respiratoire selon les médias espagnols. Sergio Rico était présent sur le banc hier soir à Strasbourg lors du match qui a sacré le Paris Saint-Germain champion de France. À 29 ans, Sergio Rico est arrivé au Paris Saint-Germain il y a 4 ans. Et puis on vous en parlait hier, le pilier du 15 de France de rugby, Mohamed Aouas, a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès pour violence conjugale qui aura lieu mardi à Montpellier. C'est son avocat qui l'annonce, jugé donc pour des violences conjugales contre sa femme sur la voie publique. Sa femme qui n'a pas porté plainte, précise encore l'avocat du rugbyman. En Ukraine, Volodymyr Zelensky salue les héros de la défense anti-aérienne. Kiev qui affirme avoir abattu 52 drones russes qualifiés de kamikazes sur les 54 tirés cette nuit dans toute l'Ukraine, dont la capitale. Jérémy Père, vous êtes notre envoyé spécial en Ukraine. Les autorités parlent de l'attaque la plus importante sur Kiev depuis le début de la guerre et à une date qui n'est pas anodine. Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, la capitale ukrainienne célèbre la date de création de Kiev il y a 1541 ans. Et effectivement, le gouverneur militaire de Kiev, en ironisant évidemment, a dit que les Russes célébraient à leur façon
cette date anniversaire, mais effectivement c'est une attaque quasiment sans précédent faite par les Russes cette nuit. L'alarme pour prévenir des frappes aériennes a commencé au milieu de la nuit, vers minuit, et a duré presque 5 heures. Et vous l'avez dit, 54 drones ont été lancés, 52 abattus. Il n'y a que très peu de dégâts matériels parce que la défense antiaérienne a encore une fois très bien fonctionné, notamment au-dessus de la capitale ukrainienne, mais il y a quand même une personne qui est décédée, une autre blessée des suites de la chute des débris des drones abattus par la défense anti-aérienne. Mais c'est la 14e nuit comme celle-ci que vivent les Ukrainiens depuis le début du mois de mai. Intensification des frappes russes. Donc il y avait eu aussi il y a quelques jours une frappe sans précédent, mais cette fois avec des missiles de croisière, des missiles hypersoniques qui avaient été lancés par les Russes. Et là aussi, la défense anti-aérienne ukrainienne avait encore une fois très bien fonctionné. Mais vous l'avez dit, ce n'est pas que Kiev qui est visé, et de la ville de Dnipro dans le centre du pays. Là aussi, quasiment très souvent, il y a eu plusieurs frappes ces derniers jours. Et la dernière en date, un missile de croisière a frappé une clinique, tuant 4 personnes. Jérémy Perre avec Juan Palencia. Les drones qui modifient désormais en profondeur les règles de la guerre. Ne manquez pas demain soir à 20h50 sur BFM TV notre long format inédit Ligne rouge Ukraine, la guerre des drones. Un document consacré à cette guerre vue et faite depuis le ciel à l'aide de ces engins discrets, peu coûteux et pilotés à distance qui permettent autant de voir le champ de bataille que d'y larguer des explosifs. Votre santé à présent remarchée grâce à la pensée. C'est votre chronique. Prenez soin de vous. Votre programme commence dans 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. Votre rendez-vous avec Compex. Sculptez ou affinez votre taille et bénéficiez de massage du bas du dos. C'est l'association de 2 technologies qui permet de rétablir une communication entre le cerveau et la moelle épinière. Grâce à cette prouesse, un patient de 40 ans, devenu paraplégique après un accident de vélo il y a une dizaine d'années, a pu remarcher et même monter un escalier. Alors permettre à des patients qui ne peuvent plus bouger les jambes de remarcher, ça on l'avait déjà vu. Mais ce qui est très novateur là, c'est que par la pensée, la personne peut tout à fait moduler le mouvement de ses jambes et surtout le rythme de ses pas. Ça a représenté quand même plus de 10 ans de recherche pour des équipes franco-suisses. On a réussi à rétablir cette communication avec un pont digital qui transforme les pensées en action. Ça veut dire des implants localisés au niveau de la région de notre cerveau qui contrôle normalement les muscles des jambes. On capture cette pensée avec des implants et on les transforme en activation électrique de la moelle épinière. Autrement dit, quand le patient veut marcher, les intentions sont converties en stimulation électrique de la moelle épinière, ce qui va permettre de contracter les muscles et donc de réaliser le mouvement désiré. Alors ça peut paraître simple comme ça, mais il a quand même fallu 2 interventions pour la pose des implants et puis plus de 6 mois d'entraînement. Donc c'est un long périple, comme le dit lui-même d'ailleurs le patient néerlandais. Ce n'est peut-être pas pour tout le monde car il ne s'agit pas simplement d'implanter le système et de pouvoir marcher. Il y a aussi une période d'entraînement difficile. Autre bonne nouvelle, en plus de pouvoir se déplacer, le patient semble avoir retrouvé une partie de ses sensations, y compris quand le système est désactivé, ce qui laisserait penser que cela permet en quelque sorte de réorganiser la partie lésée du cerveau. Alors pour aller plus loin, il y a même un autre essai qui va être lancé pour restaurer cette fois-ci la fonction des bras et la fonction des mains. Nous on se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. Votre